Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente Génération Do It Yourself. L'idée de ce podcast est de décortiquer le succès de sportifs, d'entrepreneurs ou d'artistes. À travers des discussions sans filtre, je cherche à découvrir leur parcours, leurs outils et de comprendre leur mode de pensée et leur organisation. Ce podcast existe grâce à Cosa Vostra. Avec Cosa Vostra, nous conseillons et accompagnons autant des grandes entreprises du luxe du CAC 40 que des startups, des PME très traditionnelles et même quelques entreprises et administrations publiques. Ma plus grande fierté, c'est avant tout la merveilleuse équipe que nous avons constituée. Nous nous arrachons au quotidien pour trouver des talents dans plein de domaines du digital, les meilleurs designers, les meilleurs développeurs ou encore les meilleurs consultants pour accompagner nos clients dans leur croissance et leur innovation. Nous serions ravis d'échanger avec vous autour de vos problématiques. Envoyez-nous un email à contact@cosavostra.com et si vous avez des talents à nous recommander, connectez-vous sur le site www.cosavostra.com. Merci. Bonjour à tous, j'ai l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir Maxime Wagner de Captain Contrat. Bonjour Maxime. Bonjour Mathieu. Est-ce que je peux te demander de te présenter ? Bien sûr, donc Maxime Wagner, j'ai 33 ans, je suis cofondateur de Captain Contrat, que j'ai cofondé avec mon frère il y a 5 ans. Rendons-lui hommage, ton frère s'appelle ? Philippe. D'accord. Exactement. Alors pour la petite histoire, comment est-ce qu'on en est arrivé là et un petit peu mon parcours. D'abord, tout a commencé en fait au lycée où on a créé une boîte avec mon frère, sans vraiment savoir que c'est une boîte. En tout cas, on a créé un site de jeu en ligne qui a eu assez rapidement 30 000 utilisateurs et notamment on utilisait Allopass en fait, donc ça nous permettait d'avoir pas mal de pubs. Donc attends, au lycée, vous créez un site, donc vous saviez coder tous les deux ? Donc on a appris à coder en fait from scratch. Lui était au lycée, a senti le truc. Philippe était au collège. On a 3 ans de différence et en fait on a 5 ans scolairement. D'accord. J'avais un peu d'avance et du coup moi j'étais au lycée, lui était au collège. Et à un moment donné, je regarde un peu ce qui se passe dans la chambre de l'ordinateur et puis je vois qu'il commence à coder, qu'il commence à avoir pas mal d'utilisateurs et surtout il y a Google qui commence à nous envoyer des chèques de pub parce qu'on a commencé à faire de l'AdSense, c'était en 2000. Donc l'AdSense, c'est quand on met des tags pour avoir de la pub Google. Donc Google Exactement. place de la pub sur ton site avec des algorithmes qui font que c'est de la pub pertinente. Et tu gagnes de l'argent grâce à Google qui t'envoie tous les mois un peu d'argent, c'est ça ? C'est ça. Et en plus, il y avait un numéro payant pour acheter des parties. Donc les utilisateurs achetaient des parties pour pouvoir jouer. Et tu jouais à quoi ? Et en fait, c'était des jeux qu'on concevait en 2D avec des petits bonhommes qui sautaient. Et en fait, on faisait des concours. Et en gros, c'était le premier qui gagnait une PSP ou une PlayStation ou ce genre de choses. Mais c'était pas du poker ou des jeux en ligne traditionnels, c'est vraiment des jeux que vous inventiez ? Ouais, c'est des jeux qu'on inventait, vraiment des jeux 2D avec des interfaces qui étaient assez light, on va dire. Et vraiment tu dis assez light, c'est tout pourri ou c'est c'était sûr qu'en fait on n'était pas concepteur de jeux pour autant, donc si tu veux ça va ressembler à des vieux Sonic ou tu vois, ou même Mario par exemple. Donc on repartait un peu sur le même gameplay et puis le but c'était vraiment pour principalement notre audience, c'était des mecs qui étaient au bureau et qui se faisaient chier et qui du coup avaient envie de s'éclater et donc ils participaient et en fait ça marchait tellement bien que souvent les mecs dépensaient plus en fait en numéros surtaxés que le prix effectivement de la PlayStation ou de la PSP. C'était des numéros qui étaient pas bloqués à l'époque dans les entreprises. D'accord. Donc les gens pouvaient appeler facilement et puis surtout il y avait un autre truc, c'est ni dans les administrations. Exactement. Et puis il y avait un autre truc, c'était que pour la cible vraiment des jeunes qui n'avaient pas de carte bleue, prendre le téléphone en fait de la maison fixe pour pouvoir appeler un numéro surtaxé, c'était faisable. Bravo. Je suis pas hyper fier de la méthode. On va pas dire qu'on a créé beaucoup de valeur à l'époque, mais en tout cas c'était une manière pour nous de se dire en fait on a toujours cherché à gagner un peu d'argent en revendant des CD, en gravant des trucs. Enfin tu vois, à l'époque c'est ce moment-là où tu commences à faire un peu de business. C'est mieux que de laver des voitures, c'est plus scalable. Ouais, t'as l'impression d'être un peu, sans être hors la loi, mais tu vois, t'as l'impression d'être un peu border. Il y a ce côté un peu, tu sais pas si c'est vraiment légal ce que tu fais. Et en tout cas, sur notre site de jeu, ce qui était intéressant, c'est qu'on a vraiment mis les mains dedans et on a bâti quelque chose. On a vraiment construit quelque chose et on a pris du plaisir à le faire. Donc vous aviez à peu près quel âge ? Donc moi, j'avais 15 ans et mon frère avait 12 ans.
D'accord. Voilà. Et en fait, on a revendu ce site. C'était quoi les revenus à peu près de mémoire? C'était à peu près 5 000 francs par mois. Donc, ça fait 750 ça fait, 800 ouais, euros, voilà, t'es c'est content, ça. quoi, en argent de poche, Exactement. en seconde, en première. Ouais. Et donc, tu l'as revendu. Et donc, on l'a revendu 100 000 francs, en fait. 15 000 euros. Ouais, Okay. ce qui était pas mal à cet âge-là. Ouais. Et en fait, on a créé notre première SARL suite à ça, parce qu'en fait, c'est ce premier site, il y avait des revenus d'argent, mais qui n'étaient pas déclarés. Et donc, il était temps de mettre une structure derrière. Donc, on a créé, en fait, une SARL, avec toutes les galères, en fait, qu'on a pu avoir, c'est-à-dire, fallait rédiger les statuts. À 15 ans. À 15 ans, ouais. Donc en fait, on s'est dit, c'est parce qu'on était petits. Comment tu crées des SARL? Ton père a demandé à notre père, ta mère, qui par ailleurs voyait des revenus non déclarés dans le foyer fiscal de notre première activité, qui a dit, bon les gars, maintenant faut arrêter et on va créer une société pour faire ça correctement. Je m'occupe de créer la société et vous développez le site. Je reviens sur ce que j'ai dit, ça aurait très bien pu être ta mère. J'avais par réflexe, on était dans un autre âge. Tu fais bien de le préciser parce qu'en plus, elle va écouter probablement le podcast et c'est la première remarque qu'elle va me faire. Madame Wagner, je suis revenu immédiatement sur ce que j'ai dit, c'est très important et je le revendique. et donc, à ce moment-là, lui fait les démarches, on se rend compte que c'est un peu complexe, on se dit c'est parce qu'on est petit. Et puis, première dépense, en fait, il faut payer l'URSSAF. Ouais. Alors qu'en fait, on n'a pas de salariés et puis nous-mêmes, on se paye pas. Donc là, on se dit, bon, tiens, c'est bizarre quand même parce que... ma date, pourquoi tout ça? Bon, tout ça pour dire que on revend cette boîte 1 an après, parce que moi je pars en prépa, donc on était beaucoup plus focus sur les études. On la revend pas très cher, mais parce que le marché était aussi en train de changer, les jeux, les sites de jeux s'agrégeaient, et il y avait vraiment des leaders qui commençaient à émerger en rachetant en fait des petits sites comme les nôtres. Mais en tout cas, ce qu'on retient de ça, c'est on se dit bon ben on arrive à faire de l'argent avec nos mains. On a apprécié le faire, on a réussi à bosser ensemble et on a a priori rencontré un problème qui était la création d'entreprise en France, c'est compliqué. Voilà, c'était à peu près le truc. Et puis on se dit, on va faire nos études. Donc moi, je pars faire une prépa. Ensuite, je fais. Tu l'as vraiment noté, pardon, la création d'entreprise à cette époque-là, vous étiez dit, c'est compliqué. Ouais, c'était compliqué. On restait. On gardait en tête que c'était normal parce qu'on était petits. En fait, c'est ce qu'on se disait. Mais dans le fond, on s'était dit, on a appris à coder. Pourquoi est-ce que... a priori, coder, c'est plus compliqué que créer une entreprise. Pourquoi est-ce qu'on a réussi à apprendre à coder et ça a été tellement une galère de créer une boîte? Donc, on est en 2000, là, 2000-2001 à peu près. C'est ça, juste avant l'euro. Et je reviens donc après sur... mais du coup, 2 ans d'avance, c'est beaucoup quand même. Ouais, alors c'est peut-être gênant d'en parler comme ça, mais je veux dire. Il faut remettre un peu dans le contexte. Je pense le contexte, c'est que nous, on a grandi dans un petit village en Alsace. Ouais. 2000 personnes, des classes réparties dans la même salle, donc CE1, CE2, et dans l'autre salle CM1, CM2. Ouais. Donc en fait, j'ai juste fait, dès que je terminais un truc sur le CE1, j'écoutais ce qui se passait en CE2, et au bout d'un trimestre. L'institutrice, elle a dit, bon, écoutez, passe tout de suite dans la classe dessus. Et j'ai fait ça, en fait, les 2 années de suite. Donc, j'ai fait ma primaire de 4 ans en 2 ans. Alors, oui, j'étais seul à le faire. Donc, il n'y a pas que du contexte, je pense, mais j'aurais été dans une grande ville, probablement que ça se serait pas passé comme ça. Et à vivre de l'intérieur, alors c'est potentiellement un sujet. Moi, j'ai une fille aînée qui va assez vite, je trouve, dans sa tête. Je suis un papa poule, hein, désolé, mais c'est un problème. Je veux dire quand t'es avec des mecs qui ont 2 ans de plus que toi, des nanas et des gens, ils te regardent comment tu. Ouais, c'est un vrai sujet. Je pense que c'est un truc on réfléchit, en tout cas à l'époque, la réflexion c'était est-ce que intellectuellement il va pouvoir suivre. C'était, je pense, la préoccupation de mes parents. Il y a un sujet aussi de maturité qui est hyper important. Et au-delà et la maturité et le regard de l'autre aussi. Donc tu as ces 2 sujets, tu as le développement physique. Mais c'est ça, quand tu arrives en 3e ou en 4e et que tu devrais être en 6e, c'est compliqué, quoi. Ouais, j'ai la chance. Tu l'as vu grand, donc en fait, il se trouve que j'avais à peu près la même taille que tout le monde. Donc sur ce sujet-là, ça se passait bien. Sur le sujet de la maturité, je pense que ce truc-là, il y avait clairement une différence. Donc c'est juste que la problématique, c'est que quand tu as des choix à faire à des moments clés, par exemple en 3e, il faut que tu choisisses ce que tu fais derrière, ou en terminale, faut que tu j'étais toujours un peu en décalage. C'est-à-dire que j'avais pas la maturité suffisante pour faire les choix qui allaient bien à ce moment-là. Voilà. Ouais. Donc ça veut dire que, tu vois, par exemple, j'ai assez facilement, j'ai suivi ce qu'on m'a dit de faire sans vraiment décider pour moi-même.
d'aller en terminale. J'avais des bonnes notes en maths, je faisais terminale S. Ensuite, j'étais plutôt pas mauvais. Je suis allé en prépa parce qu'on m'a dit que c'était cool. Je suis allé en école d'ingénieur parce que j'étais fort en maths et en physique. Mais tu vois, j'aimais ça, mais sans me projeter en mode, ça veut dire quoi en termes de réalisation professionnelle, ce que je vais faire. Ou personnel. Ouais, exactement. À l'issue de l'ingénieur, je pars un an travailler en finance à New York. Là, ça faisait rêver plein de mecs. Et là encore, tu vois, si j'avais un peu plus creusé, si je m'étais plus posé un peu la question de ce que je voulais faire, j'aurais probablement pas fait ça. Mais en tout cas, ça faisait rêver plein de mecs. Moi, je suis arrivé. Bon, ok, t'as des milliards qui passent en fait sur ton tableau. Tu dois couvrir les risques des traders. Mais honnêtement, c'est tellement loin de la réalité que moi, ça m'a pas du tout fait rêver. C'était pas pour moi ce monde. Moi, le monde, c'était comment est-ce que j'arrive à connaître mes clients, que je les vois au quotidien, que j'arrive à construire des choses, tu vois, qui créent de la valeur. C'était important ce côté créer de la valeur. Et donc, et du coup, c'est pareil, je reviens là-dessus, mais quand tu avec tous ces traders, pardon, j'arrête pas de te couper, hein, mais non, je t'en prie. C'est ma marque de fabrique. Avec tous ces traders, pareil, t'as 19 ans, ou enfin, t'es t'es dans une banque à New York avec des mecs, t'as fini tes études et t'es un bébé. Ouais, j'avais 20 ans peut-être. Ouais. J'ai eu mon bac à 16 et du coup, j'avais 21 ans, effectivement, quand je suis allé à New York. On va dire que à ce moment-là, il y a quand même une organisation dans la banque qui fait que, en tout cas à l'époque, que l'organisation était centrée autour du trading et ce qui se passait, ce qu'ils appelaient sur le front. Et grosso modo, c'est eux qui décident. Donc, toi, à 21 ans, tu peux quand même avoir de la valeur en proposant des nouveaux modèles pour couvrir les risques. Mais s'il y a un trader qui prend une position un peu risquée, c'est pas toi, en fait, qui va débarquer en mode cow-boy, tu vois, sur le trading desk et tu vas dire écoutez les gars, arrêtez les conneries quoi. Donc t'as un rôle un peu secondaire, intéressant quand même parce que tu réfléchis à des modèles mathématiques pour couvrir le risque. Mais à un moment donné, au bout de 6 mois, c'est quand même assez répétitif. Ouais. Et pour moi, alors la vie à New York, elle était incroyable. Donc je suis resté là-bas 1 an, c'était vraiment fabuleux. Et ensuite, je suis rentré en France. Et ce qui m'intéressait à ce moment-là, c'est de me dire, ok, il est temps que je fasse quelque chose qui me fasse plaisir, parce que je suis un mec qui travaille à la passion. Ouais. Je peux pas travailler, en fait. En fait, je suis pas un mec qui peut travailler en mode, il y en a qui arrivent, mais en me disant, pendant les 5 prochaines années, c'est bien de faire ça, parce que ça va m'ouvrir des portes pour plus tard. Tu vois, ça, par exemple, j'y arrive pas. Moi, j'ai besoin d'avoir un truc où je suis assez court terme, où je prends du plaisir au jour le jour. Faut que je me lève le matin, faut pas que je me dise que ce soit une contrainte. Donc, j'ai commencé à réfléchir. Je faisais beaucoup de sport à l'époque et je me suis dit, je peux en faire mon métier. Donc, je suis rentré à l'ESSEC, en fait, en double diplôme pour faire du marketing sportif. Ils avaient une filière là-bas, hyper intéressant sur comment tu fais du business avec du sport. Tu faisais quoi comme sport? C'était perso? Ouais, non, je faisais beaucoup de natation. D'accord. À haut niveau quand j'étais plus jeune, quand j'étais au lycée, et puis ensuite, tu vois, ça a dérivé vers du triathlon, ça a dérivé, après beaucoup de basket en école. Donc toujours 2, 3, 4 fois du sport par semaine. Ouais. Et donc je me suis dit, ça me plaît, et je vais en faire un business. Et donc je fais cette formation hyper intéressante. Je commence à travailler chez Coca-Cola. Là, je travaille au sponsoring avec l'équipe de France de foot, la NBA. Je bouffe à table avec des mecs comme Vince Carter, tu vois, qui étaient un peu mes idoles quand j'étais plus jeune. Donc, un espèce de rêve qui se réalise. Et au bout de quelques mois, tu te rends aussi compte que t'as l'enchantement qui disparaît un petit peu. Et tu te dis, ok, intellectuellement maintenant, c'est quoi ce qu'il y a à prouver en fait sur ce marché? Et là, on en revenait à, en fait, c'est quoi le produit que tu crées? Et moi, je suis un créateur, je suis un bâtisseur, j'ai besoin de construire quelque chose. Et dans quelque chose, c'est soit un produit, soit un service. Tu vois, par exemple, faire un événement, c'est moins mon délire. Sponsoriser quelque chose, tu vois, faire de l'événementiel ou de la communication, c'est un peu moins mon truc. Par contre, moi, ce que j'aime bien, c'est comment est-ce que je détecte qu'un utilisateur a un problème et qu'est-ce que je peux construire comme produit pour y arriver. Et du coup, quelle entreprise, et c'est là où je m'éclate vraiment, je peux mettre en place la bonne entreprise avec les bons talents qui construisent le bon produit pour un utilisateur et comment je fais scaler tout ça, en fait. Et ça, c'est ce qu'on fait avec Captain Contrat. Et depuis que je fais ça, je suis aux anges, tu vois, je me régale vraiment. On va dire qu'après, tu vois, j'ai mis, je pense que sur les 26, 27,
Là, j'ai commencé, à les 28 ans, j'ai commencé à vraiment trouver ma voie et me dire, bon, ok, là, je m'éclate. Et comment est-ce que je me rends compte? C'est quand je résous des problèmes dans ma douche. Ouais. C'est quand je commence à résoudre des problèmes le matin dans ma douche où je me dis, ok, mon cerveau, il commence à fonctionner hors du temps de boulot. Et là, il y a quelque chose qui s'opère et c'est à ce moment-là où tu crées vraiment de la valeur. Je te faisais part en préparant le podcast tout à l'heure de ce petit a priori, enfin concern, je parle jamais en anglais, c'est débile, mais cette préoccupation que j'ai pas mal de gens qui ont des parcours d'excellence en fait. Donc toi, tu as fait Centrale, l'ESSEC, 2 ans d'avance, etc. Je tiens à préciser, et puis j'ai quand même eu des autodidactes, un épisode génial avec Catherine Painvin, et je pourrais en citer plein d'autres, hein, mais donc c'est important de noter que l'idée c'est pas là de parler qu'on peut faire plein de choses sans passer par une grande école, et voilà, il y a une question de volonté, et je pense que ton parcours montre aussi que toi, tu as fait pas mal de choix finalement. C'est-à-dire, une fois que tu as passé cette école d'ingénieur et que tu es arrivé à ce moment à te dire je peux bosser dans la finance à New York, où a priori tu pouvais gagner beaucoup d'argent et dans une ville super cool avec des gens, voilà, tu as quand même fait ce choix de faire du marketing sportif, d'aller dans une autre école parce que tu as cette opportunité du coup, excellente aussi, et après de tester le marketing sportif et d'arriver après sur ton propre projet. Et chez Coca, tu étais en CDI du coup? Chez Coca, j'étais en stage de fin d'études. D'accord. Et en fait, après, j'ai bifurqué plutôt côté marketing grande distrib. D'accord. J'ai commencé via un graduate programme chez Carrefour. D'accord. Et j'ai fait 3 ans de marketing et achat chez eux. Donc, tu as fait un peu de World Company quand même, quelques années, entre la finance Coca et Carrefour. En fait, ouais, pour rebondir un peu sur ce que tu disais sur les grandes écoles, il y a probablement pas mal d'avantages. Le défaut un peu là-dedans, même si à l'ESSEC il y avait des cours d'entrepreneuriat et il te montrait une voie qui était pas forcément par la grosse boîte. T'avais quand même une espèce de conception, un mindset, enfin un état d'esprit qui te faisait te dire si tu veux tes premières armes, fais-les dans une grande boîte en fait, parce que ça va t'ouvrir des portes. Et tu vois, t'as continuellement, et ça c'est le mindset français, t'as continuellement le côté, en fait, quand t'es au lycée, va faire une prépa, ça va te laisser les portes ouvertes. Va faire une grande école, ça va te laisser les portes ouvertes. Va faire une grosse boîte, ça va te laisser les portes ouvertes. Ok, mais quand est-ce que je choisis un truc qui me fait vraiment plaisir, quoi? Ouais. Parce qu'en fait, c'est ça la vie, c'est de faire un truc qui te fait plaisir. Et c'est à double tranchant parce qu'en fait, tu te retrouves souvent embarqué dans un truc où, une fois que t'as toutes tes portes ouvertes, mais que t'es dans ta banque ou dans ton beau poste où tu gagnes pas mal d'argent, où t'as une forme de pression sociale parce que le quitter, tout le monde te dit c'est de la connerie, parce qu'attention, si tu le quittes, tu vois, oui mais attends, j'ai voulu avoir mes portes ouvertes et maintenant en fait je dois la laisser fermer, enfin c'est un peu bizarre, et du coup c'est vrai que c'est assez compliqué parce qu'il faut être du coup assez courageux pour quitter cette voie, je pense, hein. Ouais, alors vas-y. Oui, non, mais courageux, c'est pas que sur l'ambition et la pression sociale, c'est aussi financièrement. Et puis, il y a un moment où peut-être que tu t'es vite embarqué dans un prêt ou dans quelque chose comme ça. Et en fait, on peut voir un avantage à lancer des choses tôt aussi et à pas prendre ces voies, je pense. Ouais, alors moi, j'avais acheté mon premier appart, effectivement, donc quand j'avais commencé chez Carrefour. Et en fait, le moment où j'ai dit stop, ça faisait longtemps que à un moment donné, je voulais changer de job, ce que je faisais, ça me plaisait pas. Et en discutant avec les collègues, tu te rends compte quand ça va pas, quand les mecs commencent soit à dire qu'ils sont pas assez bien payés, soit quand ils commencent à dire ouais mais en fait c'est quand même pas mal parce que les avantages de la crèche sont intéressants. Tu vois, et quand tu te dis le mec il reste à son job parce qu'en fait les avantages de la crèche sont intéressants, là sur les motivations à travailler et à bosser dans cette boîte, en fait t'es complètement, pour moi c'était le dernier critère, tu vois. Avant tout il fallait que la raison d'être de la boîte me plaise, que ça ait du sens, que les missions me plaisent, que j'ai de l'autonomie, que j'arrive à avoir de l'impact. Ça c'est des choses qui avaient de l'importance. Que je me lève pendant 12 mois d'affilée au moins le matin, ou enfin en tout cas pas pendant 12 mois. Exactement. En arrêtant de kiffer et de me dire je veux plus y aller, et j'y vais, oui mais parce qu'en effet il y a une crèche dans la boîte. Ouais. Non, et ça c'était le truc tout au-dessus. Ensuite il y avait probablement la rémunération, et encore la rémunération, je pense que en fait c'est pas une source de motivation, c'est une source de démotivation. C'est-à-dire qu'en fait il faut que tu sois
au niveau du marché pour plus que ce soit un sujet. Mais après, c'est pas les euros supplémentaires qui vont faire que tu es plus motivé en fait au boulot. Donc il faut résoudre ce problème. En fait, si en tant qu'employeur, il faut résoudre ce problème, c'est qu'une fois que tu as un talent dans la boîte, tu le payes au prix du marché ou un peu au-dessus pour pas qu'il se pose cette question. Et après, tu t'assures de lui donner tous les moyens dans la boîte pour qu'il s'éclate en fait dans ses missions et pour qu'il prenne du plaisir. Donc à partir du moment où je me suis rendu compte de ça chez Carrefour, je me suis dit bon. Mais c'est hyper important, pardon. Je dois vraiment, c'est vraiment hyper important et hyper intéressant ce que tu dis parce que je pense que pour beaucoup qui nous écoutent, qui n'ont pas passé le cap, oui, quand tu te lances et tu l'as fait à plusieurs reprises, mais dans une boîte. Bah oui, au début, tu te retrouves dans un bureau tout miteux, je sais pas où. C'est pas forcément un garage dans la Silicon Valley, hein. Ça peut être ton canapé, comme je l'ai vu avec Jérôme Dumont dans un précédent épisode. Ça peut être, voilà, tu t'occupes de faire les courses, d'acheter du PQ, de faire les machins. Mais quand même, je crois que j'ai rarement vu, alors sauf des gens qui l'ont fait de force, mais des gens qui se disent, je me lance dans ma boîte et qui se disent... c'est relou quoi. Enfin, c'est un kiff monstrueux et je veux dire, c'est du bonheur en barre en fait. Tu bosses beaucoup plus, t'as pas la crèche, t'as pas forcément le salaire, t'as pas tout ça, mais voilà, t'as tout ce qui va autour qui est juste tellement mieux. Donc, j'incite personne et j'ai arrêté d'inciter les gens à créer leur boîte s'ils veulent pas. Voilà. Il y a un moment où j'étais un peu obsédé par ça. Je disais à tout le monde, mais crée ta boîte, ça c'est débile. Mais je pense que quand on a l'envie et qu'on tourne autour de quelque chose, à un moment, il faut juste se lancer. Ouais. Et au pire, se planter parce que c'est pas très grave en soi. Ouais, je pense qu'il faut peser un peu, sans forcément faire un énorme calcul mathématique sur c'est quoi les risques de planter ou pas. Il faut juste mettre les trucs à droite. Enfin, tu vois, t'as une ligne, t'as une colonne moins, une colonne plus et point barre. Moi, c'est ce que j'ai fait. La contrainte que j'avais, c'est que j'avais un prêt à rembourser. Ouais. Et que du coup, il me fallait à peu près, je pense, je m'étais laissé 2 ans pour que la boîte démarre. Ouais. Voilà, pour avoir des preuves en fait que j'étais en train de créer quelque chose où j'allais pouvoir me payer peut-être au bout de 2 ans. Donc il fallait que je résolve le problème de comment je me paye pendant 2 ans. Et il y a quand même un truc qui est magnifique en France et que les États-Unis n'ont pas, c'est Pôle emploi et qui est le premier business angel à mon avis de France. Largement, ouais. Et le seul truc qu'il fallait que je fasse du coup, c'était de me dire bon, c'est quoi les risques, c'est quoi? Ben, il y en a pas, en fait, parce que si j'arrive à me faire virer, en fait, c'était ça le sujet, ben, je touche, en fait, le chômage, je peux créer ensuite ma boîte pendant 2 ans. Sachant qu'aujourd'hui, la rupture conventionnelle suffit, hein, donc, à condition que l'employeur veuille bien le faire. Exactement. Et ce qui n'était pas le cas de Carrefour, qui utilisait des ruptures conventionnelles uniquement pour les hauts cadres dirigeants. Parce qu'ils en ont un nombre limité, etc. Donc la seule manière de me faire virer, il fallait que j'abandonne mon poste. Grosso modo, c'était ça. Donc je vais pas forcément rentrer dans les détails, même si je peux, parce qu'il y a rien de vraiment, on va dire discret ou secret. Mais ce qu'il fallait, c'était rentrer dans une discussion un peu ardue avec ton employeur en disant, moi, je veux monter une boîte. Et en plus, ils encourageaient à la création de boîtes, mais avec des mesures qui étaient soit les congés sans solde, et en fait, je voulais pas revenir dans cette entreprise, soit la démission. Mais en fait, la démission, ça ne résout pas ton problème, en fait. Oui. Donc, à un moment donné, je leur ai dit, écoutez, bon, en fait, c'est moi qui décide le jour où je viens plus bosser. Donc, soit on fait ça correctement, soit on fait pas ça correctement. Et c'est vous qui décidez. Et en fait, on a fait ça correctement. Beaucoup de RH, beaucoup de N+1, de N+2, de N+3 dans la boucle. Probablement que ça leur a coûté plus cher que s'ils avaient effectivement signé une rupture conventionnelle. Mais ça, c'est leur micmac en interne. Et donc tu leur as dit, je vais faire un abandon de poste je peux vous dire, on peut décider ensemble de quand, quoi. Ouais. En fait, un peu. Ouais, c'est-à-dire que, alors après, quand tu dis t'as un abandon de poste, ils vont te répondre, ouais, mais à ce moment-là, on te garde salarié de la boîte et tu peux pas trouver un autre job. Et alors après, les discussions s'enchaînent. À ce moment-là, oui, mais je peux aussi venir bosser tous les jours parce que je suis en forfait jour, rester une demi-heure, lire un magazine dans l'open space. Il y a 50 personnes dans l'open space. Je vous laisse imaginer le bas d'huile que ça va créer en fait dans l'équipe. Donc, en fait, t'as quand même du poids. Et ça, je pense que c'est un truc que les gens oublient. Je suis pas en train de clamer à la révolte, en fait, tu vois, des employés en France. C'est pas ça que je suis en train de dire, mais je suis juste en train de dire, c'est pas parce que vous bossez dans une boîte de 5 000, 10 000, 15 000 personnes que vous avez pas des leviers, en fait, tout simplement, pour vous faire entendre. Et en fait, ça allait juste dans le bon sens. C'est-à-dire que moi, je voulais partir
j'allais jamais inquiéter Carrefour sur le fait qu'ils me virent. Je voulais juste qu'ils me virent pour que je puisse derrière toucher le chômage et créer ma boîte, en fait. C'est hyper intéressant et je pense qu'il faut surtout pas oublier que ce que j'essaye d'appliquer aussi tous les jours, hein, j'en ai parlé à quelqu'un qui devrait rejoindre l'agence ce midi, Cosa Vostra. Faut pas oublier que dans une entreprise, en fait, c'est une relation vraiment bilatérale. On doit pas plus à l'entreprise qu'elle nous doit, en fait. Alors ça marche dans les deux sens, parce que de temps en temps, certains employés oublient qu'ils doivent aussi à l'entreprise, mais à l'inverse, certains osent pas partir parce que pour plein de raisons, bonnes ou mauvaises. Et il y a un moment où, en fait, on a bien bossé pour une boîte pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, et puis partir, c'est normal et c'est pas grave. Et voilà, donc tu fais ce choix, tu pars un peu pas au forceps quand même, mais enfin voilà, tu laisses pas le choix, quoi. Ouais, je laisse pas trop le choix. Je prends cette décision un peu sur un coup de tête. C'est à quel âge donc là, 25, 26, 25? Ouais, j'ai 2012, donc j'ai 27. 27, ouais, j'ai 27. Ok. En fait, j'ai pris cette décision sur un coup de tête, comme à mon avis, beaucoup de décisions un peu fondamentales. Enfin, encore une fois, ça dépend vachement des gens et des personnalités. Moi, j'ai besoin d'être dans des états où à un moment donné, c'est mes tripes qui doivent parler. Tu vois, j'ai beau raisonner, je vais raisonner. J'ai un esprit d'ingénieur pour ça, donc je vais tout poser sur papier. Mais la décision finale, c'est mes tripes qui va la prendre, en fait. Ouais. Et du coup, j'étais en performance review avec mon chef là, à l'époque chez Carrefour et on parlait un peu de mon futur. Tu sais, c'est le moment hyper important pour toi et le gars en fait se marre un peu parce que c'est son manager et il dit alors évolution horizontale, verticale, diagonale et il te fait une petite blague et toi tu te dis mais en fait tu sais c'est la goutte de trop et tu te dis mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Mais qu'est-ce que je fous là? Tu sais que c'est marrant ce que tu dis parce que en fait tu parles d'instinct finalement, hein, tu dis tes tripes et j'ai eu cette discussion et c'est les déclics. Et c'est de l'instinct, entre guillemets, un peu négatif. J'ai eu cette discussion avec Joël Dicker sur un épisode que j'ai pas encore sorti. Joël Dicker, c'est un écrivain de l'affaire Eric Hébert. Et je vais sortir probablement avant celui-ci, donc ceux qui nous écoutent l'auront peut-être entendu pour certains. Et il parlait de décision à l'instinct, entre guillemets, ce que j'appellerais négatif, c'est-à-dire, il se dit pas à l'instinct, je fais ça parce que j'ai envie de faire ça, mais il se dit, attends, ce moment-là, ce truc-là, je suis chez Carrefour, ce mec me dit ça, mais ça, en fait, je veux plus le vivre, quoi. C'est, en fait, je ne dois plus le vivre parce que j'ai qu'une vie, parce que j'ai pas le temps, parce que voilà. Et du coup, il y a un moment où je pense que c'est hyper important de se dire, quand il y a un truc aussi gros, parce que le travail, c'est qu'un truc gros, quoi, dans ta vie, qui va plus et que tu vois des choses et que tu as des signaux qui sont énormes. C'est un bon moment pour partir, quoi. Ouais. Bah, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai effectivement ressenti. J'ai appris plein de trucs dans cette boîte et il y avait plein de choses intéressantes à apprendre. Mais il y a un moment donné où tu sens que ça te fait... Et même si dans notre culture, je pense qu'on apprenait un peu plus à s'écouter et à détecter des signaux, on se serait rendu compte, je me serais probablement rendu compte beaucoup plus tôt qu'il fallait que je coupe. C'est un truc sur lequel je travaille plus maintenant et d'ailleurs en tant qu'entrepreneur, tu vois que tu tires beaucoup plus sur la corde qu'à l'époque où j'étais salarié. Donc ces signaux-là, que ce soit des signaux corporels ou que ce soit des signaux de stress ou de fatigue, tu vois, tu t'apprends à les détecter, t'apprends à te connaître et tu fais attention à avoir un bon équilibre entre vie pro, vie perso parce qu'il faut que tu ménages ta monture. Créer une boîte, c'est pas un sprint. Je pense que c'est une série de sprints en fait qui constitue une espèce de marathon. C'est du fractionné. Ouais, c'est vraiment du fractionné. Donc il faut que tu sois quand même en forme. Mais bon, à l'époque, oui, il fallait prendre une décision. Et puis je voyais aussi mes potes qui avaient tous commencé à travailler dans des boîtes. À l'époque, tu sais, tu te parles t'as plein d'ambitions en école. Tu te dis putain, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Finalement, 3 ans après ou 4 ans, tu te retrouves le soir autour d'un verre. Alors, ton boulot, ouais, m'en parle pas. Est-ce qu'on peut pas parler des prochaines vacances? Et là, tu te dis, putain, mais à l'époque, on parlait que de notre job et c'était ça qui était important. Et 4 ans plus tard, on n'en parle plus parce qu'on se fait chier dans notre job. C'est pas une condition qu'on peut tolérer, ça. Il faut qu'on change. Moi, je sais pas pour toi, mais j'en suis au point où quand on me parle des vacances, limite, ça me fait chier. Je veux parler boulot. Enfin, je veux parler de passion. C'est une prise de tête avec ma copine, ça, parce que pour elle, c'est vraiment important, les vacances. Et moi, j'ai plutôt envie de lui dire, il y a une connexion Internet là-bas. Est-ce que je vais pouvoir un peu bosser Et d'accord, mais c'est assez intéressant. Mais quand ton boulot est une passion, en l'occurrence, ça devient quelque chose qui est pas un boulet, un fardeau, quoi. Donc, en fait, tu changes complètement. Avant, quand c'est pas une passion, il faut que tu te convaincs et que tu mettes de l'énergie pour faire ton job. Là, maintenant, il faut que tu mettes de l'énergie pour contraindre en fait la place que prend ton boulot. Tellement c'est une énergie naturelle et qui d'ailleurs, cette énergie-là, elle t'apporte de l'énergie aussi dans ta vie personnelle.
Ma copine, tu vois, par exemple, c'est sûr qu'elle a vu un avant-après. Et maintenant, ça la saoule Captain Contrat tellement je lui en parle en fait le soir et tellement c'est une discussion au quotidien. Mais pour autant, elle m'a jamais vu aussi heureux et elle kiffe. Donc ça apporte aussi, tu vois, de l'énergie dans le boulot et je pense que c'est ça qu'il faut que chacun aille chercher. Et je dis pas que ça passe nécessairement par la création d'entreprise, mais en tout cas, je pense qu'il faut tous qu'on soit entrepreneur de notre vie dans le sens acteur. Il faut pas qu'on se laisse dans des situations comme ça où en fait on est moyennement bien. En fait, la vie elle est juste trop courte pour être moyennement bien dans sa vie. Si tu peux être moyennement bien et le subir et à la limite tu y es pour rien. Mais quand tu peux prendre des décisions, genre changer de job, créer une boîte, bah faut le faire en fait. Je pense qu'il faut le faire. Et quand t'as déjà un instinct négatif aussi, potentiellement un début de signal faible positif de l'autre côté avec un truc qui commence à te botter, un truc que t'as en tête depuis longtemps, une rencontre où un mec veut t'embaucher, enfin c'est pas forcément comme tu le dis, une création d'entreprise, mais en effet la vie est trop courte et je me rends compte, moi, à l'aube de la quarantaine, je suis un peu plus vieux que toi, je suis pas encore quarantenaire, mais ça va pas tarder. En fait, j'ai déjà presque la moitié de ma vie professionnelle et en plus dans un monde où finalement t'as l'impression que tu lis à certains endroits que quand t'as plus de 45 ans t'es cramé, ce que je pensais pas vrai évidemment puisque ça arrive il va à pleine balle. Non mais et du coup en fait si tu commences à laisser passer 4-5 ans en disant ouais je le fais pour prendre de l'expérience mais c'est pourri et je m'emmerde, et ben en fait t'es à côté de la plaque quoi. Donc très bien. Et du coup à ce moment-là tu fais voler la table, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe autour de toi, les gens te disent tu mets cette pression, tes parents, ta copine, ma copine nécessairement, je rentre et je lui dis bon ça y est j'ai arrêté Carrefour, elle me dit t'aurais pu m'en parler etc. Je lui dis ouais c'est vrai j'aurais pu, mais là en fait c'était une décision qu'il fallait que je prenne, si je la prenais pas maintenant il y a rien qui allait se passer. Elle doute un peu, tu vois, elle se dit à ce moment-là je suis plutôt en mode à me chercher un petit peu, tu vois, un peu calme, je vais pas dire dépressif, mais un peu en mode putain mon job me fait chier, tu vois, traîner un peu les pattes à la baraque. Et donc elle se dit putain s'il va créer une boîte, en fait il va jouer à la console avec ses potes et c'est ça qu'il va faire. Donc ça c'est premier warning. Ensuite elle me dit avec qui tu vas le faire, je dis avec mon frère. Elle dit ok, mais tu sais que une start-up, il y a 9 chances sur 10 que ça plante. A priori, en plus, si tu le fais avec ton frère, je crois qu'il y a 20% de chances que ça réussisse quand c'est une fratrie. Donc 20% fois 10%, ben, ça fait vraiment pas énorme. Et puis en plus, tu ferais mieux de jouer à la console, tu deviendrais champion du monde de e-sport, et puis c'est possible, c'est pas si mal. Peut-être. Et bien sûr, après, les parents qui se disent, bah, franchement, on a que 2 fils, ça, c'est peut-être un peu dangereux que vous créiez une boîte ensemble parce que si jamais le truc éclate, il va y avoir des répercussions sur la famille. Donc on se pose plein de questions. Tu sais que je suis associé à mon frère, moi. Ouais. Je l'ai peut-être pas dit, si, mais qui est mon directeur technique, notre directeur technique chez Cosa Vostra, qui est basé à Bordeaux. Ouais. Bah, on pourra y revenir sur les avantages et inconvénients de faire un truc avec son frère, mais en tout cas, on se dit à ce moment-là, on a envie de le faire. Et pareil, on fonctionne quand même pas mal au feeling. Et lui, à ce moment-là, il sort, Philippe, il a été bras droit de Gilles Babinet, qui était le conseiller national du numérique sous Sarkozy. Il a bossé un peu dans ses startups en tant que bras droit, justement. D'accord. Et il se dit, j'ai envie de faire un truc, j'ai envie de monter une boîte. Moi aussi, on se fout ensemble, on se met dans mon appart et en gros, on commence à brainstormer. Et entre le moment où on commence à brainstormer et le moment où on sort Captain Contrat, il y a 1 an qui se passe quand même. D'accord. Avec des tests d'idées, on va sur le marché, on développe un POC. Donc un POC, c'est une première version, si tu veux, d'une solution. Du proof of concept. Exactement. Ceux qui vont écouter quelques épisodes commencent à le savoir, mais en effet. L'idée, c'est de prouver que tester un peu ton concept sur le marché et voir s'il y a une sorte d'appétence. Et voilà. Ouais, on est parti au départ. Tu sais, on avait cette idée que la création d'entreprise, en fait, quand on était plus jeune, c'était effectivement un problème. Mais le temps que tu comprennes que c'est pas uniquement la création d'entreprise, c'est l'ensemble des TPE, PME en France et d'ailleurs en Europe qui ont un problème d'un point de vue juridique. En fait, si on fait et le temps que tu trouves aussi les bons avocats à mettre en face, que tu valides un espèce de, désolé pour tous ces anglicismes, mais de product market fit, c'est-à-dire d'un début de produit où que tu proposes un petit marché bien identifié.
et que ça crée une espèce de voilà, que la mayonnaise prend quand Ouais. c'est ça qu'on cherche en fait au départ et du coup on met un peu de temps en fait à découvrir le marché et ça c'est un truc tu vois On est en quelle année là? On est en 2013 2013, ok. ouais. Okay. Et tu vois on revient un peu à la discussion sur les grandes écoles. Honnêtement, pour créer une boîte, je suis même sûr, il n'y a pas écrit, il faut faire une grande école pour le faire, tu vois. Peut-être que pour rentrer chez McKinsey ou dans un grand cabinet en strat, ouais, il y a un parcours grande école qui est obligatoire. Maintenant, si tu regardes pour créer une boîte, aujourd'hui, j'ai appris 2-3 trucs à l'ESSEC, par exemple, ou à Centrale, qui forcément m'a aidé. Forcément, il y a un effet réseau qui aide. Ouais. Mais après, si tu regardes de plus près, sur tout ce qui est du customer development, donc vraiment comprendre quelle est la philosophie de ton utilisateur, il y a tout en fait sur Internet aujourd'hui. Tu peux rencontrer énormément de gens et te construire ton réseau. En fait, je veux dire, un mec qui a vraiment envie de créer une boîte en autodidacte, qui a pas de bagage, je vois pas quel est le frein et qui l'empêcherait en fait de réussir. Je suis complètement d'accord avec toi, je te suis à 100% et moi je vois le frein en revanche, c'est qu'il est il est dommage, mais c'est une question de culture et c'est pas que français, hein, je veux dire c'est pareil aux États-Unis, quand tu sors de Yale ou de Princeton et que tu as un double diplôme, un G commerce, je veux dire quand tu vas voir une banque pour lui demander ou même un fonds, je veux dire ça claque quoi, t'as un central plus ESSEC, tu vois, ça inspire confiance. On se dit le mec s'est bossé quoi. Et à tort ou à raison, il y a quand même un minimum de mérite à rentrer dans tout ça. Et donc savoir bosser jeune et savoir montrer que on arrive à aller de l'avant et savoir avoir les couilles de sortir de ce faisceau tout tracé. Finalement, voilà. Mais c'est quand même un fait quoi. Ouais, mais ça c'est effectivement. Et ce qui est, je pense, quand même rassurant. Enfin, j'espère que je me trompe pas en disant ça, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même certaines organisations qui arrivent à évoluer sur cet état d'esprit plus vite que d'autres, et notamment les fonds d'investissement, je pense. Les banques, on en est loin. À la limite, les banques, pour les startups, c'est encore un autre sujet, tu vois, parce que quand tu vas leur demander un prêt et que tu fais une startup, ils te disent, OK, je te fais un prêt, mais en fait, qu'est-ce que tu mets en garantie, côté, t'investis dans quoi? À quoi ça va te servir cet argent? Je lui dis, mais en fait, t'as embauché une équipe de talents qui va me permettre de développer mon produit. Et donc, la garantie, c'est l'équipe de talents. Non, moi, j'ai besoin de machines, j'ai besoin de locaux, de trucs. Je dis, mais moi, j'ai rien de tout ça. Je suis dans un incubateur et je veux juste recruter les bonnes personnes. Bon, donc, en fait, ce schéma de financement, il marche pas en France. Et ce qu'il faut, si tu veux accélérer, parce qu'en fait, on a mis 2 ans, nous, quand on a lancé Captain Contrat avant de lever des fonds. Ouais, donc juste si je reviens un peu sur cette période-là, donc le problème du marché un petit peu sur le juridique, c'était de dire c'est un domaine qui est hyper complexe, le juridique, personne n'y comprend rien, les gens qui comprennent c'est les avocats, mais il y a un problème d'accessibilité en fait. Donc parce que les avocats déjà ils ont un système de rémunération à l'heure. Qui est un peu flippant en fait au départ. Tu te dis mais en fait je sais pas combien d'heures il va passer, finalement. Est-ce que c'est à moi de supporter le coût du nombre d'heures? Parce que s'il est bon, il va passer moins d'heures que s'il est pas bon. Donc, en fait, comment est-ce que je choisis? T'as ta petite plaque dorée à l'entrée des immeubles, mais en fait, t'oses pas trop sonner. Tu vas pas te monter comme ça. Comment tu choisis le bon avocat? Comment tu t'assures de payer pour le résultat et pas de payer pour un moyen? Ça, c'était une problématique. Et puis après, la manière même de travailler avec l'avocat, de prendre rendez-vous, de devoir appeler plusieurs fois avant de l'avoir parce qu'il était en audience. Enfin, tu vois, tout ça, c'est pas 2018 en fait en termes d'expérience. Rien que on regarde un Airbnb qui en termes d'expérience, d'usage est quand même incroyable. Eux, ils ont réussi à créer une expérience un peu au-dessus. Donc, nous, c'était les 3 problèmes. Et je précise que alors donc Captain Contrat travaille autour des contrats pour aider les gens à faire des contrats. On va revenir un peu là-dessus et sur tu sauras mieux l'expliquer que moi. T'es pas fâché avec les avocats. Il y a beaucoup d'avocats qui écoutent Génération Do It Yourself. C'est un métier qu'on respecte énormément. Moi, j'utilise très fréquemment et beaucoup, j'y repensais encore aujourd'hui, mais pour une opération en cours des avocats. L'idée, c'est de travailler sur un point précis du métier d'avocat, qui est d'ailleurs pas forcément le plus passionnant. C'est l'écriture de contrat. Sachant que là-dedans, alors mon analyse de tout ça, et je trouve que ce business est fantastique et bravo d'avoir lancé ça parce que c'est vraiment, je pense, vous allez résoudre un problème, enfin vous résolvez un problème qui est réel, existant, mais il y a des contrats
qui, quand tu crées une boîte ou quand t'es tout jeune entrepreneur, ne valent pas la valeur qu'un avocat peut te proposer. Parce qu'en fait, tu vas faire même des statuts, tu vas tester un truc, tu crées une boîte, mais mettre 500, 600, 700 euros dans les statuts, plus X euros dans... Un avocat a raison de te dire qu'il faut bien les faire, etc. Parce que souvent, tu les fais pas. Mais en fait, si tu as 2000 balles à investir au début, tu peux pas mettre 1500 euros, 1000 euros, 600 euros dans un contrat, en fait. Donc, ce que tu fais, c'est que tu prends un draft tout pourri sur Internet, un truc, un brouillon que tu télécharges, tu copies-colles, tu fais n'importe quoi, et du coup, tu valides le choix des avocats. Ouais. Et il y a une zone un peu entre les deux, entre le truc tout pourri et le truc fait par un avocat aux petits oignons sur mesure, qui est très bien également, je l'aurais dit. Et aujourd'hui, dans cette zone, il y a Captain Contrat. Ouais, alors en fait, on répond à deux problèmes. Donc le premier, c'est côté avocat, ce que je viens de décrire. Donc, comment tu choisis le bon avocat, comment tu travailles bien avec lui, comment tu t'assures que les prix soient vraiment transparents et que tu payes pour le résultat et pas pour les moyens. Ouais. Et de l'autre côté, tu as toutes les obligations légales qu'un entrepreneur est obligé de faire. Où en fait le juridique a vraiment pas beaucoup de valeur ajoutée. Créer ta boîte, ok, t'as les statuts, mais en fait la complexité c'est, et on en revient à notre expérience avec Philippe quand on avait 12 et 15 ans, c'est remplir le formulaire M0, publier l'annonce légale, enfin c'est tout un parcours du combattant qui est assez complexe. Et au-delà de ça, sur le juridique, il y a avant même d'acheter une offre, tu vois, genre j'ai un besoin par exemple, j'ai un client, bon, je veux contractualiser avec ce client. Mais en fait, est-ce qu'il me faut un contrat de prestation de service, un contrat de partenariat, un contrat de sous-traitance ? En fait, quel contrat il me faut ? Donc, je sais même pas. Donc, je peux même pas acheter en fait la bonne offre ou solliciter la bonne personne parce que j'ai besoin de conseils en amont. Donc, ça, c'est toute la partie complexité. Donc, nous, ce qu'on fait, on simplifie au maximum le juridique pour à la fois permettre en quelques clics de résoudre toutes tes obligations légales. Oui. Donc ça, par exemple, créer une boîte. En 3 clics, tu crées ta boîte sur Captain Contrat à partir de 129 €, tu vois, par exemple. Donc, et ce qu'on permet à chaque fois de faire, c'est de dire chaque entrepreneur a un profil de risque et un budget différent. Sachant que tu dis ça, hein, juste... et là, je vais te faire un peu de promo, je suis obligé, mais non, je suis pas obligé, mais parce que je le pense vraiment. Moi, j'ai commencé à créer mes premières boîtes en 2005, 2006... 2005 et c'était une tannée, un enfer. Et en fait, tu pouvais passer des semaines ou à te tordre le cerveau sur les statuts, le pacte d'actionnaires, ouais, tout comme pas ça. De valeur en plus. En fait, voilà, c'est ça, c'est un moyen pour arriver à une fin. Mais en fait, que tu veuilles vendre des t-shirts, ouvrir un restaurant, etc., c'est le truc qui doit te prendre le moins de temps possible, en fait, au début. Faut les retravailler au bout d'un moment parce que souvent, tu as vraiment fait des conneries. Mais en l'occurrence, c'est pas la valeur ajoutée que t'apportes en fait. Et je vois beaucoup trop de gens qui commencent à entreprendre et qui me disent ça fait 2 mois que je travaille sur les statuts parce que machin. Je dis mais d'où ça fait 2 mois que tu travailles sur les statuts en fait? C'est pas possible, on s'en fout des statuts. Ce qui compte c'est ce que tu vas apporter à ton client, c'est ton produit, c'est ton service, envoie des mails, trouve des gens, bouge-toi le cul, mais tes statuts on s'en fout en fait. Ouais. Et c'est vraiment à cette problématique qu'on a voulu répondre. Voilà. Et donc les 129 €, toi tu peux dire ça comme ça, comme si c'était rien, mais ouais, voilà, encore une fois, c'est vraiment c'est monstrueux ce que ça change parce que et en fait, ouais, on a un parcours qui t'accompagne tout du long. Donc, on te pose des questions simples basées sur ces réponses-là. On va pouvoir te générer en fait tes statuts et ensuite on a toute une équipe de formalistes qui t'accompagnent dans toute la partie formalité. Et là, on parle de création d'entreprise, mais modification de société, transfert de siège. Enfin, tu vois, toutes ces obligations légales où tu es obligé d'être carré vis-à-vis de l'administration, c'est des choses auxquelles on répond et on a créé des parcours en ligne hyper adaptés, hyper rapides et puis très compétitifs niveau prix. Pour que, encore une fois, le dirigeant d'entreprise, pour lui, ou le créateur, ce soit juste pas un sujet. En 3 clics, ça lui coûte pas beaucoup de pognon et c'est réglé. Et il investit bien son argent au bon moment. Ouais. Plus tard, moi je viens de refaire ça, tu vois, on va approcher d'une quarantaine de personnes chez Cosa Vostra. On a refait tous les contrats de travail parce qu'en fait, ils étaient faits, alors là les avocats qui nous écoutent ont sauté au plafond parce qu'ils étaient faits comme ça se fait souvent par le comptable. Et le comptable, son métier c'est d'être comptable, c'est pas de faire des contrats de travail, donc il utilise des templates et des choses qui correspondent pas du tout à mon métier aujourd'hui.
Mais en fait, j'ai pas de regret de l'avoir fait comme ça à un certain moment. Parce que ton profil de risque, il était plus bas et il était cohérent avec l'argent que tu avais. Alors, ce que te dirait un bon avocat d'un contre-argument, c'est que j'ai pas de regret parce que j'ai pas pris un gros procès dans la gueule et que j'ai pas eu. Oui, et il y a eu des fois où je me suis foiré sur des contrats mal faits. Ça a pu me coûter pas mal d'argent, mais en l'occurrence, j'ai appris et puis je suis passé à autre chose. Ouais. Et puis pourquoi tu le fais maintenant? Parce que ta boîte commence à valoir quelque chose et que là, si tu te prends un procès, les risques sont trop grands. Exactement. Et donc, tu as pris cette décision de manière assez rationnelle en disant les risques augmentant, il est peut-être temps que je mette un peu d'argent pour refaire mes contrats. Et plein d'entrepreneurs. Et voilà, et puis ça rentre dans mes priorités parce que aussi, quand tu recrutes pas mal de personnes, donc des personnes d'un certain niveau qui ont déjà fait un certain nombre de boîtes aussi, et que tu leur donnes un contrat tout pourri, ils te prennent pour un pimpin, quoi. Tu vois, en fait, c'est un peu, c'est aussi ça. Tiens, je suis au forfait heure, alors que jusqu'à présent j'étais au forfait jour. Ouais, c'est ça, exactement. Donc du coup, il faut quand même être, j'imagine, assez cohérent dans sa démarche d'entrepreneur. Donc on résout vraiment toutes ces obligations légales et en fait on package des services juridiques et on en fait des commodités, vraiment des produits que tu peux acheter en ligne parce qu'ils sont simples comme un produit sur Amazon si tu veux. Et de l'autre côté, quand tu as besoin de rédiger un contrat commercial plus complexe, parce que où tu vois, tu as besoin de rédiger tes contrats de travail, et il y a des parcours aussi où on va, avec un algorithme, te recommander le bon avocat en fonction de tes besoins. Derrière, l'avocat va te chiffrer en fait ton devis, te proposer un prix fixe, il n'y a pas de dépassement d'honoraires. Tu connais tout de la vie de l'avocat. Et derrière, l'expérience en fait de collaboration se passe via la plateforme où tu vas pouvoir prendre rendez-vous directement avec l'avocat en ligne. Tu vas pouvoir échanger à la fois via la plateforme, via un chat, via vidéo si besoin. Et le but, c'est de dématérialiser la relation pour ne pas te faire perdre du temps à toi, dirigeant, et d'avoir le bon avocat en face. Et nous, là-dedans, on est vraiment tiers de confiance où on t'assure qu'il y a le bon avocat. Et puis, si besoin, on t'accompagne dans toute la relation. Et donc, c'est une offre qui est dédiée aux entrepreneurs, aux dirigeants d'entreprise, mais aussi à des services juridiques de plus grosses boîtes où on est quand même vraiment sur une... Alors on remarque, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au départ on a vraiment attaqué avec la création d'entreprise. Ouais. Ensuite on a accompagné les créateurs dans leur développement et là on a rajouté la surcouche de la marketplace d'avocats avec tout le réseau d'avocats pour les besoins un peu plus complexes. Et là on se rend compte qu'il y a des services juridiques effectivement qui commencent à faire, enfin plutôt des métiers, donc des services métiers, par exemple les services achats, qui nous contactent en disant en fait on avait besoin de ce contrat mais le service juridique chez nous il est sous l'eau. Et donc, on aimerait bien faire appel à un avocat directement via votre plateforme pour rédiger le contrat parce que ça nous permettrait d'aller plus vite. Donc, en fait, il y a un gros potentiel en fait là-dessus qui aujourd'hui est pas exploité parce que c'est pas un marché qu'on adresse via nos canaux d'acquisition classiques marketing, mais c'est quelque chose qu'on a dans les cartons. Et parce que en fait, même en termes de démarche marketing commercial, c'est complètement différent d'aller démarcher un grand groupe que d'aller cibler online la TPE PME. Et ensuite, tu as des parcours où la TPE-PME peut payer, tu la rappelles si jamais elle n'a pas payé. Ouais. C'est pas une démarche où tu es obligé de convaincre 3 services différents d'un grand groupe du CAC 40, rentrer dans les services achats pour ensuite déclencher un contrat cadre au bout d'un an, tu vois, où là, c'est un peu plus lourd, mais c'est probablement une prochaine étape pour nous. Et tu t'adresses pas aux particuliers, en revanche, pour l'instant? On s'adresse pas aux particuliers. Alors, l'entrepreneur qui crée sa boîte, il est un peu particulier au moment où il vient chez nous. Ouais. Et on pourrait se dire qu'il y a une frontière qui est pas hyper claire. Je veux vendre, un produit sur le bon coin et je veux faire un contrat, je sais pas pourquoi, ou je veux ça, je trouve pas pour l'instant où je peux le faire finalement en fait, on s'est posé la question quand on a créé la boîte. Et nous, notre raison d'être, en fait, c'est d'accompagner les TPE-PME dans leur réussite en rendant le juridique accessible. Et ce mot-là, cette phrase, elle est importante parce que on s'est rendu compte que c'est ça qui nous faisait triper en fait au quotidien, c'était de se dire on participe à la création et au développement d'entreprises et de petites entreprises, petites et moyennes, en France. C'est un côté très vertueux, ouais. En fait, pour nous, c'est même un côté sociétal. C'est-à-dire que pour nous, la croissance du pays, elle va passer par des petites boîtes parce que dans les petites boîtes, il y a beaucoup plus de sens, il y a beaucoup plus de passion, il y a beaucoup moins de cloisonnement et il y a beaucoup plus d'agilité. Donc, c'est ces structures-là, en fait, qui vont continuer à se développer et qui vont continuer à croître et c'est elles qu'il faut aider. Donc nous, le matin, quand on se réveille, il n'y a pas que des juristes. En fait, j'ai capté le contrat, il n'y a que 20% de juristes, tu vois, sur les 50 personnes qu'on est. Mais en tout cas, donc on se réveille pas le matin en se disant, putain, on est passionné de juridique. Mais on se réveille le matin en se disant, combien de boîtes on va pouvoir aider aujourd'hui, en fait, avec notre service. Et donc, on compte
régulièrement, tous les jours, on compte le nombre de nouveaux clients qui passent par nous. Et aujourd'hui, on a 8000 entreprises qui sont clientes de Captain Contrat. Sur les 8000, on en a créé quasiment la moitié. Et les autres sont venus nous voir, elles étaient déjà créées, elles sont venues nous voir pour des besoins. Et puis, au fur et à mesure, on avance en fait dans la vie de l'entreprise et on couvre de plus en plus de besoins. Et là, on est en train de lancer un SaaS. Donc, en fait, c'est nos clients qui nous ont demandé, qui nous ont dit, c'est bien de faire appel à Captain Contrat ponctuellement, quand j'ai une obligation légale ou quand j'ai besoin d'un contrat un peu complexe. Mais comment je fais au quotidien? Parce qu'au quotidien, il y a mes contrats qui s'exécutent, il y a des changements de loi qui m'impactent et je suis pas au courant. Personne me propose ce service et j'aimerais bien avoir un outil en fait au quotidien pour générer facilement mes contrats un peu simples, pour poser des questions à des juristes si besoin, et puis pour avoir des notifications en permanence sur ce qui se passe à l'extérieur et à l'intérieur de ma boîte. Ouais, potentiellement que tu pourrais notifier à des gens qui ont fait des contrats chez toi il y a quelque temps, attention, ce contrat il est obsolète ou il devrait être amené à changer parce que la loi a changé. Voilà. Et si je reviens juste un petit retour en arrière sur la création, donc tu pars de Carrefour, ton frère se rend dispo, vous montez ça tous les deux, vous n'avez pas Captain Contrat, donc vous faites des statuts. Comment ça se passe? 50-50. J'ai demandé à un pote, tiens, t'as pas des statuts? Il nous avait filé. D'accord. Voilà. C'est toujours les mêmes, non? Rassure-moi, ils ont changé. En fait, depuis, on a fait 2 levées de fonds, donc on a un peu structuré notre juridique, Et du coup, vous êtes associés tous les deux, 50-50 ou Ouais. Et du coup, vous... On a un peu, du coup, on a vraiment une unité directionnelle à 2 têtes, en fait, chez nous. D'accord. Vous répartissez le travail dès le début? Ouais, dès le début, on se dit... Alors, nous, on avait, dès le début, une culture très marketing-sales. Donc, d'autres boîtes, en fait, se seraient dit, je lève des fonds sur un PowerPoint, enfin, si j'y arrive. En tout cas, je fais un tour de seed auprès de Business Angel. Je récupère quelques centaines de milliers d'euros. Je monte mon produit pendant 1 an et ensuite, je lance. Bon, nous, on s'est mis plutôt dans l'autre sens, à se dire, est-ce qu'on n'arrive pas à créer une page web, à récolter, en fait, des contacts en faisant du marketing web et puis en closant les mecs au téléphone. Donc moi, je m'occupais du marketing, Philippe, il s'occupait du sales. D'accord. Et donc moi, je générais du trafic et puis lui, il closait les mecs. Et vous n'aviez pas de contrat réellement, vous n'aviez pas de formulaire pour créer des statuts, tout ça, si, quand même? On avait, on posait les quelques questions et puis en fait, on faisait les trucs à la mano. Et en fait, pour respecter correctement, parce que comme on n'est pas juriste ni avocat, pour respecter quand même... parce qu'on a fait notre travail de bien comprendre quelle était la déontologie du métier d'avocat en amont et qu'est-ce qu'on avait le droit de faire et pas le droit de faire, on s'est tout de suite mis en fait avec un cabinet d'avocats qui lui s'occupait de la rédaction des documents. Donc nous on récoltait les informations, le mec payait et puis ensuite il y avait un cabinet d'avocats qui rédigeait en fait les documents. On respectait tout ce qui était du partage d'honoraires, de l'apport d'affaires. Donc il y a pas mal de choses assez contraignantes en fait dans la déontologie de l'avocat qu'on a bien compris et en fait le sujet c'était comment est-ce qu'on arrive à faire un business pérenne pour l'avocat et puis pour le client et aussi pour nous. Et c'était ça qui a été difficile. On était un intermédiaire comme une marketplace, mais avec beaucoup plus de contraintes parce que le métier de l'avocat, tu vois, on peut pas par exemple faire Airbnb, c'est facile. Enfin, de moins en moins. En gros, ils prennent une com, tu vois. Nous, on peut pas. On peut pas parce que si on prend une commission, on fait du partage d'honoraires. Ouais, et toi, t'es pas avocat, donc t'as pas le droit de partager des honoraires. Non, et puis si j'étais avocat, comme si je suis une société commerciale, je perds mon titre d'avocat, donc je peux pas non plus l'être. Donc on est obligé de pas mal comprendre. Et les avocats n'ont pas le droit de t'acheter des leads non plus, je crois, ou si. Si maintenant ils peuvent acheter des leads à un prix fixe, donc ça doit pas être proportionnel aux honoraires finaux. Et puis pour revenir un peu à ta question tout à l'heure sur les avocats, en fait, au départ, ce qu'on s'est dit, on a toujours vu en fait les avocats comme nos partenaires, en se disant mais en fait c'est quoi leur problème à eux? Parce que s'ils n'ont pas de problème, ils viendront pas nous voir. Et leur problème, c'était qu'aujourd'hui, et on revient au même problème de départ, qui est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'avocats qui commencent dans des gros cabs et qui se forment plusieurs années et à un moment donné, qui se disent, j'en ai marre de recevoir des dossiers, de faire des heures, alors que ça n'a aucun sens pour moi, je veux me lancer à mon propre compte. Et on voit de plus en plus d'avocats qui se lancent à leur compte et qui ont un vrai problème, qui est qu'on leur a jamais appris
à faire du marketing ou du commercial, et lancer son cabinet, c'est comme lancer une entreprise. Donc ils ont besoin de visibilité. C'est lancer une entreprise. Exactement. Oui. Et ils ont besoin d'être online en fait, et ils ont besoin d'avoir des gens qui détectent en fait des besoins et qui leur envoient des clients. Et ça, c'est ce qu'on fait nous très bien sur la partie vraiment rédaction de contrats un peu plus complexe. Donc aujourd'hui, tu as une part de ton business qui est d'accueillir de nouveaux avocats pour les faire bosser finalement. Il y en a énormément en fait. Okay. Il y a une espèce d'une viralité qui se crée parce que en fait, contrairement enfin nous, notre modèle, c'est de dire on fait rentrer que des avocats par rapport aux besoins qu'on a en amont. Donc on fait pas rentrer d'avocats qui travaillera pas avec nous et qui aura pas un volume suffisant. Donc ça permet... Alors, on n'a pas une marketplace, on n'a pas les 60 000 avocats sur Captain Contrat. On en a aujourd'hui une centaine sur des verticales très précises, avec des degrés de spécialité très précis, et on gère leur disponibilité en fonction des différents besoins des clients. Il n'y a pas de souci de géographie, hein. Tu fais pas un avocat Marseille pour un Marseillais. Non, alors il y a de temps en temps un mec qui dit « ça me rassure si je peux rencontrer mon avocat ». Donc à ce moment-là, on crée une espèce de proximité, et la réalité vraiment du terrain, c'est qu'il n'y a jamais de rencontre où c'est arrivé dans 1/1000 des cas, parce qu'en fait le mec a pas le temps. Ouais. Et du coup, je reviens sur le tout début. Avant de revenir là-dessus, vous lancez cette espèce ce POC d'ailleurs, ce Proof of Concept. Vous mettez ça en ligne. Votre premier client, c'est qui? Tu te souviens? Ouais, il s'appelait c'était un start-upper qui était à l'incubateur de l'ESCP. Ouais. Il s'appelle. Bon, je retrouve son nom, mais il s'appelait Mathieu aussi. Et en fait, les premiers clients, quand tu réfléchis juste, tu te dis mais comment, enfin, le truc était tellement artisanal, comment est-ce qu'ils sont faits pour me faire confiance au départ, tu vois? Et en fait, ça a très bien, enfin, oui, mais tu fous la pression pour bien faire. Ouais, je veux dire, quand c'est déjà tellement dur d'avoir un premier client, je veux dire, sur différentes choses, mais enfin, tu l'as pas eu en 4 jours, je pense. Enfin, tu vois, tu vas les chercher avec les dents, quoi, les premiers clients. Enfin, peut-être que tu l'as eu en 4 jours, mais je veux dire, c'est quand même pas, avant d'en avoir plein, donc les premiers, tu les bichonnes, enfin, ou alors tu changes de boulot, hein, mais. T'essaies de vraiment comprendre ce dont ils ont besoin, etc. Et pour nous, on a vraiment fait grandir la boîte avec nos clients. C'est-à-dire que c'était l'argent qu'on arrivait à gagner grâce à nos clients qui ensuite nous permettait de prendre d'abord des stagiaires pour créer ensuite du contenu et puis ensuite embaucher les premières personnes, etc. Et au bout de 2 ans, à développer à la fois des offres de création, de modification de société, de rédaction de contrats commerciaux, à construire en fait la marketplace d'avocats. Là, on se dit, bon, on arrive à faire une croissance de plus 200, plus 300% par an. Alors, c'est facile quand tu pars de zéro, tu vois, c'est un peu plus dur à maintenir sur le temps, mais on se dit, bon, maintenant, on aimerait aller plus vite. Ça, on sait faire. En fait, on avait une boîte de 20 personnes à la limite de la rentabilité. On gérait bien nos investissements, on se développait bien, on maintenait une croissance. Ouais. Je vais te prendre au mot quand tu dis c'est facile quand tu pars de zéro, toi qui es un matheux. Mais si tu pars de zéro et que tu fais plus de 200 ou plus de 300%, tu restes à zéro, non? Non, blague de merde. Non, mais je vois ce que je veux dire. Ouais, non, mais c'est pas si simple. Je veux dire, tu dis que c'est facile, mais en effet, les métriques, alors en effet, les premiers mois, tu passes de 1 à 4, à 12, à machin, et puis c'est vrai que tu vas chercher des croissances qui doivent être fortes et maintenir le cap. Mais quand tu arrives donc, du coup, au bout de 2 ans, par exemple, t'as combien de contrats? Combien de clients? Je sais pas comment c'est, quelles sont tes métriques? Au bout de 2 ans, on doit avoir à peu près 400 clients. D'accord. Et en fait, ce qu'on se dit surtout, pour la première fois, on se dit, en fait, on a écrit un plan devant nous où on n'a pas l'argent pour l'exécuter. Mais on a envie de l'exécuter. Et si on veut l'exécuter, soit on l'exécute avec l'argent de nos clients et on met 5 ans pour l'exécuter, soit on lève de l'argent et en 2 ans, on peut l'exécuter. À quel moment tu t'es dit c'est une bombe ce truc, ça va marcher? Enfin, il y a un moment où tu as eu des doutes et des moments où dès le début où... Alors franchement, je vais aller au contre-pied de ce qui se fait généralement. Généralement, il y a toujours l'entrepreneur qui débarque en disant moi, je veux créer le GAFA européen, tu sais, avec plein d'ambitions. Nous, l'ambition, elle s'est construite en fait au fur et à mesure de notre histoire. Au début, le plan avec Philippe et moi, c'était de dire le jour où on fait une entreprise, 20 personnes rentable, tout le monde arrive avec le smile au travail, on aura réussi, on aura créé notre activité et on en vivra. C'était ça le truc au départ. Je comprends. Et puis au fur et à mesure, en fait, on a atteint ce truc beaucoup plus vite que ce qu'on avait prévu et on s'est dit bon en fait c'est quoi en fait le plan d'après, on aimerait bien faire 1 million de chiffre d'affaires. Ok, ça c'est une bonne limite. Là l'étape d'après c'est on fait 10 millions de chiffre d'affaires. Voilà. Et puis et au fur et à mesure on grandit comme ça et on pousse toujours un peu plus loin et puis là on est en train de se rendre compte que
notre petite histoire de départ qui était, en fait, on a galéré à créer notre boîte quand on avait 12 et 15 ans. On s'est finalement lancé un peu à l'intuition sur un marché qui est juste énorme. Le légal, il y a très peu d'innovations qui ont été faites sur le sujet. Il y a plein de choses à faire. Le marché, il est gigantesque. Il y a une déontologie côté avocat qui les ralentit vachement, en fait, dans l'innovation. Il y a heureusement des acteurs type Doctrine qui font parler pas mal d'eux dans la presse et qui évangélisent en bien ou en mal, c'est un débat, le marché, mais en tout cas on en parle. Donc en fait on est super bien positionné, on est super bien financé et la boîte se développe très bien. Donc là on est en train de se rendre compte, enfin il y a 1 an déjà, qu'on a une pépite entre les mains et qu'on développe très bien. Et c'est vrai que c'est hyper gonflé et hyper compliqué. Je reviens sur ce métier d'avocat et cette sorte de résilience, d'inertie en tout cas des avocats vis-à-vis de l'innovation et parce que c'est, je pense, très culturel, ancré, pas un métier alors déjà d'ingé, de matheux voilà, et en plus parce que les arcanes, l'ordre, etc. sont pas pendant longtemps, et ça a changé, je crois, ces dernières années. Je vois une avocate qui passe derrière toi, Samia, qui est dans nos bureaux avec qui on travaille. Voilà, elle va passer par là et avec qui on a monté notamment Juripé, dont je t'ai parlé tout à l'heure. Et en fait, et elle bouge vraiment, elle a secoué le truc. Il y a aujourd'hui un incubateur, il y a plein de choses, des gens qui nous écoutent, parce que je sais que certains écoutent ce podcast, qui ont vraiment bougé les choses. Mais je veux dire, c'était vraiment pas naturel. Il fallait sortir de sa zone de confort pour tout ça. Et toi, t'as pas eu des emmerdes là-dessus? Enfin, On a eu un peu au début, ouais. Au début, c'est plus nos avocats notre premier réseau d'avocats, on avait une dizaine d'avocats qui étaient un peu notre réseau proche, qui travaillaient sur la plateforme, qui ont tous eu un courrier en fait de la part de l'ordre en disant a priori vous travaillez avec les braconniers du droit, nous vous recommandons fortement de vous désinscrire de la plateforme. Les braconniers du droit. Braconniers du droit. Bon, c'était le terme à l'époque. Et ils vous contactaient pas vous? Non, pas nous. Et on pourtant, vous a jamais. Nous, c'était pas faute de les avoir contactés, tu vois, parce que nous au départ, on est un peu, tu sais, bonne culture paysanne, c'est-à-dire que on travaille de manière transparente. Avant de lancer le truc, on va les voir les mecs et on leur dit on aimerait vous présenter le truc pour savoir ce que vous en pensez. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ils envoient ces courriers aux avocats. Nous, on commence un petit peu, à réagir enfin réagir. En tout cas, à se poser la question, à stresser un petit peu. Et à ce moment-là, il y a l'incubateur en fait juridique qui est une émanation de l'ordre qui se lance et qui se dit si on veut pas combattre l'innovation, une manière de ne pas la combattre, c'est de l'intégrer et du coup de la mettre dans un incubateur et de faire à la fois des projets portés par des avocats et des projets portés par des sociétés commerciales. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Et là, on présente ce qu'on fait. Ouais. Et là, les mecs nous disent mais on n'avait pas du tout compris ça. Mais en fait, vous travaillez dans l'intérêt des avocats. Oui, c'est ce qu'on... Ouais, mais on peut te reprocher, et je pense que c'est pas forcément justement les meilleurs avocats qui te reprochent ça, mais on peut te reprocher aussi de dire, avant, il y a quand même beaucoup de gens, t'as détruit de la valeur quand même, en vrai. Un peu, peut-être que t'en reconstruis ailleurs, mais je suis pas à charge en disant ça, c'est que je veux dire, pour moi, et c'est ce qui me rend Juripé, la base de cette idée qu'on a eue, qu'on teste encore, on est vraiment à l'époque encore complètement au POC et voilà, dans un univers connexe qui est sur de la mise en demeure. Mais il m'est arrivé de payer 500 € une mise en demeure d'avocat, qui était un document, pour le coup, vraiment très très standard en fait. Et oui, t'as les années d'études, oui, t'as l'expérience, oui, il y a le saut de l'avocat, je comprends. Mais je veux dire, à un moment, la pilule est difficile à faire passer. Donc, il y a quand même ce truc où quand toi, tu dis à des gens, je te crée une entreprise pour 129 €, il y a des avocats qui te faisaient l'entreprise pour 1500 €. Et donc là-dessus, il y a quand même des gens qui ont dû te matraquer, non? Et pour moi, tu reportes l'intérêt. On rééquilibre le marché, en fait, si tu veux, de quelque sorte. En fait, ce qu'on est en train de dire, c'est on arrive de manière assez libéraliste à dire, en fait, la création d'entreprise, il n'y a peut-être pas de la valeur. Remettons en fait l'avocat là où il a vraiment de la valeur,
et permettons-lui de capter toute cette valeur. Donc, l'endroit où l'avocat, avant, captait une création d'entreprise simple, une SARL, tu vois, une URL, où il n'y avait pas vraiment de complexité, et il faisait payer 1 500 € parce qu'il avait un pigeon en face qui était prêt à le payer, bon, ben, ce truc-là, maintenant, c'est terminé. C'est 129 €, on crée en ligne avec Captain Contrat. Par contre, ce même avocat, s'il s'inscrit sur Captain Contrat, il va avoir, en fait, tous les jours, des flux de dossiers qui sont déjà payés, donc il n'a pas besoin de faire de commercial, les rendez-vous sont déjà prêts, donc il n'a pas besoin d'avoir de secrétaire. Il y a une première version des documents qui sont directement générés par notre algorithme, donc il n'a pas besoin de faire ça. Il le fait en dématérialisé, donc il n'a pas besoin d'avoir de bureau qui lui coûte de l'argent, et il passe que du temps là où il a de la valeur ajoutée, c'est-à-dire conseiller son client et finaliser le ou les contrats ou les documents de conseil sur lesquels il travaille. Ouais, et puis, de toute façon, la revers de la médaille, et là, je fais l'avocat du diable par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est que de toute façon, l'option, c'est que généralement, du coup, tu le faisais tout seul. Exactement. Et tu faisais moins bien que ce que tu proposes. Et les clients, c'est ce qu'ils nous disent. Ils nous disent, en fait, on est content de vous avoir trouvé et d'avoir trouvé votre réseau d'avocats, parce qu'autrement, on l'aurait fait tout seul. D'ailleurs, certains avocats t'envoyaient, tu as utilisé ce mot-là, mais pour créer des statuts, quand ils voyaient que tu voulais pas forcément investir dans un truc ils t'envoyaient vers ce qu'on appelle des formalistes, qui coûtaient plutôt moins cher, qui te créaient une boîte pour 400-500 €, et qui, pareil, eux, étaient pas du tout pour certains avocats, et voire certains avocats faisaient bosser pour eux des formalistes pour faire les formalités et les statuts et marger là-dessus. Donc, c'est ça aussi, quand tu te dis cette profession, tu te rends compte, en fait, c'est l'administration qui crée un protocole de création d'entreprise qui est tellement complexe que, en fait, la relation directe entre un créateur d'entreprise et l'administration ne peut pas exister. Et donc, il est obligé d'avoir un intermédiaire qui s'appelle les formalistes. Ils sont obligés de prendre les demandes simples des créateurs, de remplir tous les documents un peu complexes pour pouvoir le transmettre à l'administration. Et c'est ce que Macron est en train de bien faire. C'est-à-dire qu'il est en train de dire, OK, est-ce que on peut pas, en fait, si on veut donner accès à plus de créateurs d'entreprises et à la création d'entreprises, il faut qu'on simplifie, en fait, tout ça, quoi. Il y a vraiment un sujet là-dessus. Donc, oui, il y a une redistribution des cartes aussi. Les formalistes peuvent se poser la question aujourd'hui, où est-ce que notre valeur ajoutée, elle va continuer? Est-ce que elle est pas sur des cas très précis? Et du coup, et nous, en fait, notre croyance, c'est vraiment de dire, on est quand même dans une ère un peu de l'automatisation. Donc, on a un double truc. On arrive à donner beaucoup plus de visibilité au juridique grâce à la simplification et à l'accessibilité. Donc, des gens qui ne faisaient pas leur juridique par des experts, maintenant le font. Ouais. Et en même temps, on automatise une partie de la chaîne. Donc, les avocats interviennent plus tard, mais ils interviennent quand même. Et donc, ils gagnent, si tu veux, moins d'argent par dossier. Mais en fait, ils passent moins de temps aussi par dossier et ils en font beaucoup plus. Ouais. Donc, in fine, on recrée en fait de la demande. Et c'est ça, en fait, tout notre... Parce que le juridique, c'est un marché qui est assez particulier. En fait, le dirigeant, il a des besoins juridiques. Il les minimise. Il se dit, franchement, ça m'embête, je vais pas les faire. Je vais faire que ça, parce que c'est vraiment obligatoire, c'est vraiment brûlant. Donc, il va faire que ça. Mais à côté de ça, il y a plein de besoins qui n'ont pas émergé. Qu'il a aussi. Et il est même pas au courant. Et nous, notre job, c'est de faire émerger tous les besoins auprès du dirigeant et de dire, avant, tu voulais t'occuper que de ça. Mais en fait, parce qu'on a des offres qui sont simples et on a les bons produits, c'est tout aussi facile, en fait, d'occuper de beaucoup plus. Donc, en fait, il va faire il va répondre à beaucoup plus de besoins juridiques. Donc, probablement que, in fine, son budget juridique annuel va pas tellement bouger, voire même va augmenter, mais en fait, il va répondre à beaucoup plus de besoins grâce à ça. Et du coup, ça va alimenter aussi beaucoup plus la marketplace d'avocats, parce que, en fait, il y aura tous ces besoins que nous, on aura réussi à faire émerger avec ce logiciel de notification, etc. Et concrètement, du coup, on parle on a parlé surtout de contrats relativement simples et standards, même si c'est compliqué, qu'un contrat de travail, il y a tout niveau de contrat de travail. Quand tu fais un contrat de travail pour un employé dans la métallurgie, c'est pas pareil qu'un directeur artistique ou qu'un artiste voilà. Est-ce que tu vas sur des contrats plus complexes pour des entrepreneurs? J'ai une problématique d'acquisition de boîte, par exemple. On veut racheter une société. C'est un truc sur lequel tu peux m'accompagner avec Captain Contrat? Grâce à cette marketplace d'avocats, en fait, si jamais c'est une offre qu'on n'a pas réussi à packager, il y a toujours le custom, en fait. Ouais. Donc, tu fais ta demande, tu as des avocats qui te sont proposés et ensuite, eux, savent faire. Ouais. Donc, ça veut dire que sur ces sujets-là, effectivement, on va gagner très peu d'argent parce qu'en fait, notre logiciel et notre plateforme va avoir peu de valeur ajoutée. La seule valeur ajoutée qu'on va avoir, c'est de t'avoir mis en relation avec le bon avocat. Ouais.
Mais nous, ça nous permet quoi ? Ça nous permet de tester les demandes. Donc, on va regarder, il y a combien de personnes comme toi, tu vois, qui vont faire cette demande. Si on en a beaucoup sur une année, on va se dire, OK, il est peut-être temps de sortir une offre, en fait, sur le sujet. Et donc, de 5 ou 10% de marge, on va passer à 20 ou 30% parce qu'on va rajouter le logiciel, rajouter l'algorithme, etc. Qui va automatiser la création du contrat d'origine. Exactement. Très bien. Et du coup, je reviens sur la genèse et le choix est quand même intéressant d'aller sur ce business parce que alors, j'ai ça en mémoire, parce que j'avais un ou deux, on appelle ça de la legal tech aujourd'hui. J'avais un ou deux sujets legal tech que je voulais creuser à l'époque. Et on mettait, toi, t'étais néo-entrepreneur, mais j'avais l'impression qu'on mettait beaucoup de barrières quand même là-dessus, qu'on disait non, mais tu peux pas aller là-dessus, c'est hyper réglementé. Il y a l'ordre des avocats ou les notaires enfin, il y a plein de sujets autour de tout ça. Toi, tu t'en avais pas conscience, t'en avais pleinement conscience, tu t'es dit non, mais en fait, on peut le contourner ou c'était quoi le deal là-dessus pour toi? On avait pleinement conscience. On a fait un peu notre due diligence au début et puis on avait vu qu'effectivement c'était un sujet qui était très touchy. Mais en fait, nous, ce qu'on s'est dit à ce moment-là, c'est on est entrepreneur, on a envie d'y aller, on est prêt à prendre tous les risques qu'il faut. Au pire, on plante la boîte dans 1 an, 2 ans, c'est pas grave, on aura expérimenté. Qui dit profession réglementée dit barrière à l'entrée, dit bon timing parce qu'il y a personne. Il y a ce procès de demander justice à l'époque, tu vois, qui justement les braconniers du droit, ça a émergé à ce moment-là. Donc procès qui finalement a été perdu par l'ordre. Donc demander justice, le principe, c'est un de tes concurrents du coup, ça existe toujours ? Non, ils sont vraiment sur les particuliers. Ouais. Et en fait, c'était lié par exemple à des litiges. Tu vois, par exemple, t'as une société aérienne qui fait défaut, qui fait pas le voyage, machin. Comment est-ce que tu te fais rembourser ? Comment est-ce que tu as un gain de cause ? Donc c'était vraiment de rendre aussi accessible des litiges auprès des particuliers. D'accord. Grosso modo, c'était ça au départ. Et donc il y a eu un procès qui a été perdu par l'ordre. Exactement. D'accord. Donc ça a fait, je pense, pas mal de mauvaise presse en fait côté ordre. Et ils sont un peu remis en question à mon avis, mais en tout cas ce qui était intéressant pour nous, c'est on s'est dit il y a ce truc là, ça commence à bouger, c'est le tout début, tout le monde nous dit de pas y aller, ok on y va. Voilà, c'était ça le truc au départ. Et maintenant c'est cool parce que on est dedans. Les réglementations pour l'instant sont toujours aussi dures, créent quand même quelques barrières à l'entrée. Il y a quelques barrières qu'on a réussi à faire tomber quand même. Notamment au sujet de la création d'entreprises et le fait de plus en plus de legal tech online peuvent opérer dans un certain cadre quand même. Mais non, on a vu ça nous comme une opportunité. Tu n'es pas allé full cowboy quoi. T'es quand même allé sur un truc où vous aviez conscience, vous avez un peu tâtonné, mais quand même essayé de respecter la profession et En fait, on a tiré le fil. On s'est dit là, il faut pas aller. Là, on peut aller. Bon, on va rester sur le fil parce qu'on peut que entreprendre comme ça. Et du coup, je trouve ça intéressant comme démarche parce que il y a ce côté tout le monde te dit de pas y aller, donc on y va. Alors faut faire attention parce qu'il y a aussi des moments où quand tout le monde te dit pas y aller, faut pas y aller parce que derrière soit il y a des gens qui sont cassés les dents, soit il y a vraiment rien à faire et que c'est pas bon marché, soit donc je veux pas passer de ce message de dire quand tout le monde vous dit qu'il faut pas y aller, il y a des moments où faut écouter les signaux. Et en revanche sur des marchés réglementés où tu te dis je peux peut-être y arriver, il y a peut-être un bon timing. En fait, le sujet de faut pas y aller, on peut pas effectivement pas le résumer de manière aussi simpliste. Je pense que nous, ce qu'on fait, c'est quand quelqu'un te dit faut pas y aller, on lui demande pourquoi. Et moi, c'est mon mot favori, c'est le pourquoi. Et si je comprends pas la réponse, après lui avoir posé plusieurs fois pourquoi je comprends toujours pas la réponse, je me dis ok, faut y aller. Ouais. Tu vois, c'est comme ça que je réagis. En fait, c'est parce que il y a pas vraiment d'éléments tangibles derrière. Et du coup, le faut pas y aller, c'est j'ai peur pour toi. Tu vois, mais à la limite, j'ai pas besoin que quelqu'un ait peur pour moi. J'ai juste besoin ou alors c'est les avocats qui me disent faut pas y aller, c'est trop dangereux. Mais eux, ils ont peur finalement. Ils savent pas trop ce qui va se passer. Enfin, comme dans toute innovation, tu sais, t'as ces 3 phases où au début c'est risible, après c'est la peur et après c'est une évidence quoi. Ouais. Et au départ, je pense que c'était un peu cette peur, on était au tout départ. C'est pour ça que j'insiste un peu là-dessus parce que je trouve qu'aujourd'hui c'est tellement une évidence Captain Contrat que faut bien se remettre dans le contexte à l'époque. Vous avez quitté des boulots, vous êtes lancé dans un truc où tout le monde vous dit faut pas y aller. Donc non, c'est
Et avec 2 frères et tes parents là-dessus, ils ont pensé quoi Bah, eux, ce qu'ils se sont dit au départ, c'était attention, il y a un warning parce que les 2 frères se mettent ensemble, tu vois, et montent la boîte. Ils étaient contents individuellement, je pense qu'on trouve notre voie et qu'on s'éclate à faire ce qu'on voulait faire. Ils ont été hyper supportifs. D'ailleurs, ça se dit pas en français supportif, mais bon, on aura compris le derrière vous, le mot derrière nous, ouais. Et voilà, moi, ma mère, notre mère est prof de maths. Mon père, il est directeur national d'une boîte de BTP, numéro 4 en France. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que les discussions qu'on a, alors que finalement, lui a pas forcément grandi même pas du tout avec le digital. Aujourd'hui, il est dans un business où en fait, il a pas un produit online, tu vois. C'est de faire du BTP ou de faire des travaux publics. Donc, c'est des produits où les marges sont quand même assez faibles, etc. Mais en fait, la manière dont il y a 4000 personnes dans sa boîte, font à peu près 1 milliard de chiffre d'affaires. Bah, les problématiques que lui rencontre, humaines en tout cas, sont exactement les mêmes que les nôtres, tu vois. On n'a pas le même produit, pas le même marge, pas la même taille, pas la même expérience, mais la manière dont il faut recruter les gens, la manière dont tu préserves les talents, la manière dont tu les fais grandir, etc., c'est la même chose. Donc là, on en arrive à des sujets assez stratégiques sur comment est-ce qu'on construit la suite, etc. Et c'est hyper pertinent et très intéressant d'avoir ce point de vue très extérieur et très intéressant. Et du coup, avec ton frère, comment ça se passe ? Vous en êtes où ? De votre relation, vous parlez que business, vous arrivez à... C'est dur. Ouais. C'est dur. On se voit de moins en moins, en fait. Ouais, assez curieusement. En fait, pour la première fois, on s'est vraiment bien réparti les rôles parce qu'on avait besoin de le faire. Moi, je suis vraiment très tourné vers l'interne. Donc, je chapeaute quasiment 80% de l'équipe. Et je suis très tourné autour de comment est-ce qu'on construit l'équipe de managers sur laquelle on va pouvoir se reposer, sur laquelle on va pouvoir scaler, comment est-ce qu'on renforce en fait la culture de la boîte pour en faire vraiment une colonne vertébrale, et comment est-ce qu'on décompose toute la vision stratégie en des métriques, on va dire, très actionnables en fait au quotidien. Et Philippe, lui, il est tourné vers l'externe, à la fois sur des sujets auprès de banques, assurances, tu sais, où tu as besoin d'avoir un agenda qui est très libre pour pouvoir te caler un rendez-vous de dernière minute parce qu'ils ont besoin de voir le cofondateur, et sur des sujets de notoriété. Je vois que tu répartis très bien les rôles puisque tu es ici, tu es tourné vers l'interne et lui vers l'externe. Ouais, non, mais, alors la seule différence qu'on se fait, c'est que on a... lui va être vraiment... Ferme-moi cette petite moquerie. Hein, non, mais t'as raison, mais c'est une vraie question. Et je me suis dit, je me suis peut-être trompé, on va arrêter l'interview et je vais laisser la place à Philippe. Non, mais en fait, c'est plus des sujets, on a à la fois un travail sur la marque, en fait, de Captain Contrat en tant que... comment est-ce qu'elle résonne dans l'écosystème d'un point de vue surtout marque employeur. Donc pour attirer en fait des talents potentiels, et puis il y a plutôt comment est-ce qu'on résonne auprès de la cible TPE PME et des institutions, avocats ou autres, pour justement acquérir des clients ou construire. Et donc ça c'est plutôt le sujet de Philippe, et moi je suis plutôt sur le sujet comment est-ce que je fais grandir l'équipe et comment est-ce que je travaille sur la marque employeur. Sur ton podcast, la question s'est posée en fait, parce que c'était lui, moi, etc. Et en fait, ça s'est fait comme ça. Et je suis très content d'être là. Voilà. Et c'est quoi la culture de la boîte ? Alors, je vais. C'est une vraie question à la con. Hein, je suis désolé, mais j'aimerais pas qu'on me la pose. Mais du coup, je la pose parce que ça m'intéresse. Ouais. En fait, la culture de la boîte, c'est 6 valeurs. Elles sont posées. Qui sont posées, qui étaient au départ au nombre de 9, on est passé à 7, maintenant on est 6. Il y a 6 valeurs. Et en gros, pour te les donner assez rapidement, il y en a 3 qui sont très orientées sur de la performance. D'accord. Donc sur du dépassement de soi. C'est en gros sur les projets, par exemple, c'est toujours aller chercher le petit plus. C'est pas seulement l'objectif, mais c'est qu'est-ce que je peux faire comme extra mile. Tu vois, c'est un espèce d'état d'esprit sur lequel tu vas toujours essayer de faire mieux, plus, te dire peut-être que je maîtrise pas encore assez ce sujet, donc je vais aller chercher le coup d'après. Il y en a un autre, c'est l'engagement. L'engagement, c'est de faire ce que tu dis en fait, parce que c'est hyper important, ça crée de la confiance. C'est dire en fait si je m'engage sur ce projet, je vais tout faire pour le délivrer en temps et en heure. Et ce que ça permet en fait, cette valeur, et c'est ça là où c'est hyper intéressant, ça permet
te libérer des contraintes horaires, par exemple. Tu vois, parce qu'à partir du moment où tu sais qu'un mec est engagé et va délivrer ton truc en temps et en heure, tu t'en fous un peu de savoir s'il va le faire depuis le bureau, chez lui, s'il va arriver à 10h ou s'il va partir à 16h. Et donc, on arrive à mettre en place énormément d'autonomie. En fait, c'est grâce à cet engagement. Donc ça, c'est des valeurs plutôt de performance. Et ensuite, t'as une valeur d'humilité. Ça, c'est un truc qui est important, c'est la remise en question en permanence. Partir du principe que je ne sais pas. Demander beaucoup de feedback autour de moi. Parce qu'en fait, on est une équipe quand même relativement jeune et du coup, on est obligé d'apprendre ensemble à notre contact, tu vois. Et si on pense qu'on sait, en fait, on va pas écouter. Ça, c'est un problème en fait pour progresser. Je pense que pour les plus vieux qui nous écoutent, ne prenez pas en note la dernière remarque parce que je pense que même quand on est plus vieux et même quand t'as 50 ans, l'humilité, le feedback, la remise en question, je veux dire, il y a surtout, je vais faire vieux con en utilisant cette expression, j'allais dire dans le monde dans lequel on vit, c'est vraiment, mais surtout dans cette évolution rapide de la société, des produits, des services, de tout ce qu'on vit là, enfin, si tu te remets pas en question et que tu te dis ça, je sais, je l'ai acquis, c'est bon, j'ai coché la case, tu te prends très vite une grosse baffe en fait. Ah ouais, non, mais c'est clair. Et même dans l'environnement, mais moi je le dis aux gens qui nous rejoignent, je leur dis, est-ce que tu es conscient qu'en rejoignant une start-up, tu rejoins un environnement très violent au sens où en fait les changements sont très brutaux et il faut que tu t'y prépares en fait. Donc si t'es pas prêt à t'adapter aux mutations, mais genre presque au quotidien, c'est compliqué. Si tu as besoin d'un certain confort, si tu as besoin d'apprendre dans ton travail et puis à un moment donné de voir que tu fais bien le truc et de prendre 6 mois ou 1 an pour le faire, probablement que c'est pas dans une start-up en forte croissance en fait que tu vas prendre plaisir. Bon. Une autre valeur juste importante, et je les fais pas toutes, mais c'est la transparence chez nous. La transparence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as accès à toutes les informations. Il y a rien qui est caché. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que c'est qui on est déjà en tant qu'individu. Moi, c'est une valeur personnelle qui est hyper importante, et Philippe aussi. Et notamment parce que je pense qu'on est frères et du coup on partage tout, et donc c'est quelque chose qui ensuite transpire dans l'entreprise. Mais aussi parce que à partir du moment où tu dis que tu recrutes des talents, pour que les mecs prennent les bonnes décisions, il faut qu'ils aient accès à toutes les informations. Et il faut qu'ils te donnent accès à toutes les informations. Si ça doit être mutuel. C'est pareil. C'est effectivement dans les deux sens. Mais ça peut se pousser très loin, un concept comme ça. Tu le pousses jusqu'où? De la transparence? Ouais. Bah en fait, il y a un de tes employés qui te demande l'accès au compte pour voir combien tu as sur le compte en banque. C'est dispo. Ouais. D'accord. C'est dispo. Le truc qu'on est en train d'essayer de craquer, la dernière. Parce que ça c'est flippant. Je veux dire, ça peut être flippant. Il y a des moments où une boîte elle marche bien. T'as des histoires de trésorerie ou de. Alors toi t'es peut-être payé en avance. Il y a peut-être moins de soucis là-dessus. Mais pour pas mal de business, par exemple. Nous, chez Cosa Vostra, parce que forte croissance, parce que tes clients te payent à un certain temps tard et en France très tard, finalement, je pense que j'aurais fait flipper tout le monde à faire ça, en fait, par moment. Ouais. Parce qu'on s'est fait flipper nous-mêmes, alors que finalement, il n'y avait pas de sujet. Le chiffre d'affaires et tout était bon. Mais juste, il y a des moments... En fait, on s'est rendu compte que la transparence sans explications, c'était compliqué, c'était même contre-productif. Donc, ce qu'on fait, en fait, on passe beaucoup de temps aussi à identifier quelles infos nécessitent une explication. Et en parallèle de ça, tu vois, notamment un des outils pour faire vivre cette transparence, c'est tous les mois, on fait 1 heure, un soir, avec des bières, de questions-réponses aux cofondateurs. Et en fait, on répond à toutes les questions de manière hyper transparente. Donc c'est là où en fait, les choses aussi émergent. Tiens, on a vu que sur le compte, il restait ça, ou alors que ce client a pas payé, qu'est-ce que ça implique en fait pour la boîte? Et là, on explique vachement. Et en fait, du coup, ça donne beaucoup de sens au travail des gens. Ouais, et on en revient, tu vois, à la motivation de départ qui était le haut de la pyramide de Maslow. Je cherche le sens dans mon travail, les missions me plaisent et je travaille en toute autonomie. C'est ça qu'on essaie de créer en fait chez Captain Contrat. Et donc c'est pour ça que on prend ce pari. Alors c'est sûr que nos investisseurs, t'as croisé Geoffroy la dernière fois, il est clairement pas, il aime pas trop, tu vois, quand il sait que les employés... Geoffroy Bragadier, donc l'épisode 46, 45, 46, est actionnaire de Captain Contrat. Mais nous, on voit la motivation que ça crée, et après la contrepartie de ça, c'est effectivement... Il faut qu'il y ait un peu ce sentiment d'appartenance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on doute un petit peu de toi,
où on pense que tu fites pas ou que tu ne performes pas ou alors on a un problème de confiance, on va arrêter très vite en fait de travailler avec toi parce que cette transparence implique en fait c'est un tout, tu vois. En fait, ça apporte beaucoup de responsabilités en fait aussi. Ouais. Et ça, c'est aussi quelque chose. Je pense que les gens, quand ils rejoignent des startups, n'ont pas forcément toujours en tête. Les startups, ils se disent environnement cool, les locaux sont sympas, etc. Je vais pouvoir faire plein de choses transverses. Ouais, mais en fait, faire plein de choses transverses, c'est parce que tu as de l'autonomie. Qui dit de l'autonomie, dit de la responsabilité et dit que tu vas être attendu sur des résultats. Est-ce que tu es prêt à 25 ans ou 26 ans à endosser cette tâche? Est-ce que tu as les épaules suffisamment solides? Et ça, personne ne se pose la question en amont et des fois, il y a des ratés dans les boîtes, quoi. Et nous, on fonctionne très fort à l'autonomie chez Cosa Vostra. Et certaines choses, on essaie d'accompagner mieux quand même, parce que l'autonomie, c'est bien, mais pousser à l'extrême, ça veut dire que potentiellement, tu as des gens qui arrivent et puis au bout de 2 jours, ils se tournent les pouces presque, alors qu'en fait, il y a plein de choses à faire, mais il faut comprendre où, comment, etc. Donc, quand tu grossis, c'est compliqué. Mais c'est vraiment un sacerdoce. Enfin, c'est quelque chose où il faut quand même avoir un état d'esprit très orienté là-dessus quand t'as été et c'est compliqué, t'as raison de le souligner. Ouais, je pense que c'est pas fait pour tout le monde, hein, du coup. Ouais. Hein. Et du coup, tout ça aujourd'hui, c'est financé. Vos autres objectifs, c'est quoi? C'est de continuer, de grossir, de revendre, vous avez une idée de où vous allez? Là, on se rend compte que cette pépite là, on a envie de la faire grossir. On pense qu'il y a la prochaine étape, c'est de prendre la place de leader en fait sur le marché et pas seulement la place des leaders legal tech, parce que je pense qu'aujourd'hui sur le service aux entreprises en fait on est leader de notre marché sur la partie légale, enfin tu vois, dans le sens parmi les legal tech, mais aujourd'hui on veut aller taquiner des FIDAL, enfin tu vois, des gros cabinets d'avocats qui ont plusieurs dizaines de milliers de clients. En fait, c'est nous, notre objectif là, c'est d'avoir 50 000 clients en fait en France et puis de se lancer à l'Europe en développant en fait des pays. Donc ça va passer probablement par des phases de refinancement, mais en tout cas là c'est la stratégie. Sachant que j'avais pas pensé à ça, mais t'as quand même un truc chambé dans ton truc, c'est que t'as un flux de personnes qui vient créer une entreprise. Ça a une valeur de ouf. Enfin, je veux dire, derrière, pour, je sais pas, un Wix ou quelqu'un qui veut créer des sites internet, quelqu'un qui veut accompagner des clients dans, peu importe, enfin, un Salesy dans un ERP, un CRM, etc. Ça, ouais. Aujourd'hui, on estime capter 20% de la valeur de ce qu'on pourrait capter en fait pour les créateurs, parce qu'on leur propose que des services juridiques. Ouais. Quand on se pose la question de quels autres services on peut leur proposer, comptable. Suivi d'activités, internet, création de sites, etc. Donc le développement, c'est à la fois de continuer à être très fort online et offline dans l'acquisition de nouveaux clients et aussi de capter beaucoup plus de valeur de nos clients existants en proposant des offres hors juridique en fait qui vont permettre de capter plus de valeur sur ces clients. Fantastique. Et du coup, c'est une très belle aventure pour parler un peu de toi et de comment t'organises tout ça et tes journées et c'est quoi tes petits secrets pour arriver là. En fait, quand je t'écoute, j'ai l'impression que tu t'es jamais foiré. T'as échoué, t'as eu des gros fails ou... je te vois réfléchir. Ouais, non, si, j'en ai eu. J'en ai eu avant Captain Contrat. Ouais. On en a eu lors de notre première levée de fonds. Ouais. Enfin, tu vois, si on revient juste, j'en cite 2, mais le premier, c'était en école, c'était avant de commencer à bosser. Donc, on a un peu parlé de mes expériences pro, mais à un moment donné, à Centrale, c'était à le moment où la 3e année, tu peux aller dans une autre école. Ouais. Et moi, je voulais rentrer à Centrale Paris, et donc j'ai fait un dossier. Bon, il se trouve que je l'ai fait comme j'ai passé mes concours, c'est-à-dire j'y suis allé à la fleur au fusil. J'ai pas écouté en fait ce que les gens me conseillaient. Les gens me conseillaient d'aller faire une alternance 1 an pour prendre en maturité pour ensuite préparer le dossier. Et moi je me suis dit non, en fait je suis trop fort, je vais y arriver comme ça. Bon je me suis rétamé et en fait j'y suis jamais rentré. Ensuite quand j'ai présenté l'ESSEC avant d'aller travailler à New York, j'ai présenté en admission sur titre avec un projet de création d'entreprise dans le sport. Et les mecs m'ont vu arriver, ils m'ont dit mais pourquoi vous avez besoin de l'ESSEC en fait pour ça, on comprend pas. Et moi j'étais mais en fait j'avais pas préparé et ils m'ont refusé. Donc ce que j'ai fait ensuite, j'ai fait mon année à New York en finance et j'ai représenté l'ESSEC en disant en fait je veux travailler en capital risque
Là, ils m'ont dit, venez, monsieur Wagner, je vous en prie. Et à peine j'étais à l'ESSEC et j'ai pris tous les cours de sport et d'entrepreneuriat et j'ai rien fait en finance, tu vois. Mais parce que j'ai mis un an, tu vois, il me fallait ce refus pour essayer de me dire, putain, c'est pas possible. Les mecs m'ont refusé. Ok, je vais rentrer. En fait, à chaque fois que je me donne, je sais que j'ai ce problème où des fois je pense que ça va être trop facile et je me donne pas les moyens d'y arriver. Et quand je fais ça, voilà. Ça, c'était une problématique, donc des échecs, mais qui font aussi qui je suis aujourd'hui, tu vois. Je pense que c'est important de s'en prendre des échecs et de se remettre en question pour y arriver. C'est ce qui permet aussi de cultiver une certaine humilité en se disant, bah, tout n'a pas toujours été facile. Après, je vais pas cracher dans la soupe, hein. Je pense que, tu vois, j'ai une vie, de temps en temps, c'est bien. Enfin, je suis papa depuis pas très longtemps. Et du coup, je me pose un peu la question et je me dis, tu vois, je me pose la question, je me dis, qu'est-ce que je changerais dans ma vie, en fait? Et là, j'en suis à un point où je changerais rien, tu vois, de dire quoi, ok, j'aimerais bien un vélo qui va plus vite ou un appart avec quelques mètres carrés de plus. Non, mais enfin, ça, c'est pas fondamental. Aujourd'hui, les leviers fondamentaux qui font que je suis heureux dans ma vie, je les ai et je suis chanceux de les avoir. Bon, voilà. Et l'autre problématique, l'autre échec, c'est lors de notre première levée. Et ça, je pense que c'est un conseil qu'on peut donner effectivement aux auditeurs qui sont créateurs et qui cherchent à lever. On a eu du mal vraiment à expliquer notre modèle aux fonds d'investissement. Ouais. C'est-à-dire qu'on était à la fois sur un modèle très e-commerce avec la création d'entreprise où tu pouvais acheter en ligne comme sur Amazon, et on avait déjà cette marketplace d'avocats, donc on avait plutôt d'une logique marketplace. Et en fait, ce modèle e-commerce marketplace, le capital risqueur, il a besoin de te mettre dans une case. En fait. C'est soit l'un, soit l'autre. Tu vois, sinon, il comprend pas. Et donc, comme on était sur un sujet qui intéressait tout le monde, tous les fonds nous ont ouvert la porte. On les a tous vus et on s'est tous fait refuser. Et pourquoi ? Parce que on n'avait pas essayé de comprendre, on s'était pas mis 2 minutes dans leur tête en se disant, mais en fait, eux, ils veulent voir quoi ? Eux, ils veulent que tu leur fasses tu leur expliques à quel point ton marché il est gros et à quel point ton modèle il est simple. Et nous, on est arrivé et on leur a expliqué à quel point notre modèle était compliqué, tu vois. Et donc finalement, et heureusement, ça s'est fait avec Orinvest et Geoffroy Bragadier qui lui a surtout investi, je pense, dans l'équipe à ce moment-là, équipe plus marché. Et je pense qu'il a eu raison. Après, on verra par la suite. Non, mais et d'ailleurs, c'était même un sujet plus vaste de se demander quels sont les critères de réussite d'une startup. Ouais. Et tu peux te dire, est-ce que c'est le produit ? Est-ce que c'est la taille du marché ? Est-ce que c'est le timing ? Est-ce que c'est l'argent ? Ou est-ce que c'est l'équipe ? L'équipe, enfin bon, bref. Et en fait, il y a un mec qui a fait une étude sur 200 boîtes qui ont réussi et failé, et il s'est rendu compte que c'était le timing. Et qu'en fait, une fois que tu avais le timing, un marché qui était suffisamment gros, et que tu avais des co-founders qui étaient pas trop cons, eux allaient réussir à créer une équipe qui allait réussir à créer le bon produit pour servir en fait ce marché parce que le timing était bon. Et je pense que Geoffroy, c'est ça qu'il a vu à ce moment-là. Indépendamment de le fait qu'on n'a pas réussi à expliquer en fait quel était notre modèle, quoi. Et le timing, c'est tellement dur, tellement dur. Trop de bonnes idées ont été lancées 20 fois, trop en avance, et puis il y a un type qui arrive avec la même idée que tout le monde 10 ans après, qui l'a fait, qui la lance et qui cartonne. c'est hyper frustrant. Et d'accord. Et du coup, après, tu t'organises comment aujourd'hui autour de tout ça ? T'arrives à avoir donc une vie perso, j'imagine, si t'as un enfant. À le voir, à faire du sport encore, à voir tes potes. Alors, je suis complètement en permanence en train d'itérer en fait sur ces sujets de productivité. Les 2-3 trucs que je me suis calé, c'est tous les 6 semaines déjà, un peu comme le créneau des vacances scolaires, je fais un break, 3-4 jours. Okay. Et on part avec ma copine, mon fils, et je fais vraiment un vrai break. Ça c'est vraiment pour prendre ces moments où tu te régénères, parce que finalement un week-end c'est pas suffisant pour vraiment se régénérer quand t'as une semaine où t'es vraiment à fond en fait. Donc ça c'est un point qui est important. L'autre chose, c'est comment est-ce que je planifie mes semaines. En fait, je passe vraiment beaucoup de temps à dissocier la planification de l'exécution, et donc je vais passer au moins 2 heures quasiment, soit le vendredi soir soit le lundi matin, à identifier tous les sujets qui sont vraiment prioritaires, urgents par rapport à mes axes de focus en fait du trimestre, et je vais les caler dans l'agenda. Et je vais mettre un point d'interrogation devant ce créneau, et des points d'interrogation, ça veut dire ne me mettez pas de rendez-vous là-dessus, ça sert à rien en fait. Je vais pas les prendre. Et j'essaie du coup, ce qu'on appelle nous du build, j'essaie d'avoir à peu près 2 heures par jour
de build, des choses où je crée et où j'ai de la valeur à le faire. Plutôt le matin, plutôt l'après-midi, t'as un moment préféré? Plutôt le matin. Ouais. Plutôt la stratégie de la boîte, etc. Stratégie de la boîte, comment est-ce qu'on construit un modèle de REM transparent pour répondre à cette valeur de transparence, etc. Mais ça veut dire quoi? Par exemple, le matin, donc c'est souvent le cas, hein, ce qu'on va chercher, c'est plus d'énergie, plus de créativité, plus de... tu t'arrives au boulot, t'as planifié ça en début de semaine, tu dis là je vais bosser sur tel sujet. Je fais des petits déj le matin en fait, parce que j'essaye, en fait le soir, à part là ce soir c'était exceptionnel, mais généralement le soir je vais chercher mon fils, 18h30 c'est terminé, et je cherche mon fils et j'oublie le boulot. Donc je peux pas voir de candidats, et comme on est en forte croissance et on recrute beaucoup, et que je rencontre en fait tous les gens qui rentrent dans la boîte, on a encore cette taille-là et cette chance. Je les vois plutôt le matin, comme ils sont en poste, ou à midi. Mais le midi, j'essaie de le garder en fait du temps pour les équipes, pour passer une soirée avec eux. Donc je les vois le matin, 8h30, 9h30. 9h30, j'arrive soit au bureau, soit je reste dans le café, parce que c'est souvent un moment où tu peux bien réfléchir. Et j'essaye de killer mes mails. Et tu les mets sur pause. Tu fermes ta boîte mail, tu regardes plus. Ouais, je suis vraiment mauvais par mail. Me demande pas, je te répondrai... Enfin, t'as vu, dans nos échanges, il me faut 24 heures, grosso modo, pour te répondre. Je ferme Slack. Vraiment, Slack, c'est un truc, on essaye d'ailleurs de le faire disparaître de la boîte. Parce que, en fait, ils sont hyper forts, hein. Ils ont réussi à créer de l'usage là où il n'y avait pas de besoin. Mais bon, c'est un autre sujet. Il y a un problème d'historisation des données, d'archivage. Depuis le début de ce podcast, tout le monde utilise Slack, tout le monde en parle, mais en effet... Et j'adore, mais aussi il y a un problème d'attention. C'est-à-dire que ça t'interrompt. Alors faut savoir le mettre sur pause, mais quand tu le mets sur pause, les gens te disent mais attends, pourquoi t'es sur pause? Enfin, genre t'es relou. Et en fait c'est compliqué. Donc là, je coupe vraiment pendant 2 heures, et mon équipe sait que ça sert à rien d'essayer de me contacter à ce moment-là. Si elle veut me contacter, elle m'appelle. Et là, s'il y a vraiment une urgence. Donc je crée un peu de friction en fait à l'idée de m'avoir. Pour vraiment que ce soit que les urgences. Et en gros, après à midi, il y a déj principalement avec l'équipe, ou alors un candidat qui était pas dispo par exemple le matin. Et puis l'après-midi, ça va être beaucoup de réunions. Voilà, principalement ces réunions. Et les réunions, on les fait chez Captain Contrat. On a 3 types de réunions. Les I, donc c'est informatif, donc c'est unidirectionnel. Ceux-là, on les supprime. Il y a très peu de I. Parce que qui dit message à passer dit qu'il y a grande chance que ça puisse passer en fait à l'écrit. Donc on essaie de le faire à l'écrit. Il y a B, c'est plutôt les brainstorming. Donc ça, c'est des moments de créativité où ce qui sort en fait, c'est des idées. On va toujours réfléchir à c'est quoi le livrable en fait de la réunion. S'il n'y a pas de livrable, on va pas la faire. Et après, D, c'est plutôt décisionnel. Ça, il y en a de moins en moins. Pourquoi? Parce qu'on essaye de plus en plus de créer des périmètres de responsabilité chez Captain Contrat, avec un mec responsable de chaque truc. Donc il sait que c'est lui qui va prendre la décision. Ce qu'on lui demande juste, c'est d'avoir l'avis d'un expert avant de prendre sa décision. Donc par exemple, il vient me demander qu'est-ce que tu en penses. Je lui dis ce que j'en pense. C'est pas du même avis que lui. C'est pas grave, c'est lui qui prend la décision, mais au moins il aura remis en question le truc et c'est lui qui est décisionnaire. Donc on a vraiment réduit I. Il y en a quasiment plus. C'est du top-down surtout le I, non? D'accord. Alors, en fait, le I, ça reste, tu vois, un meeting une fois par mois où les managers ou quelqu'un de l'équipe va prendre la parole pour expliquer un truc de comment il a fait, quoi. Tu vois, ça reste vraiment très... Et les B, c'est important parce qu'on est encore dans une phase où on fait vraiment émerger, on utilise l'intelligence collective, en fait, pour faire émerger des idées et pour craquer des problèmes. Et D, on a de moins en moins aussi. D'accord. Très bien. Et du coup... Après tout ça, tu arrives à rentrer chez toi, 18h30, tu t'occupes de... Voilà, quand tu le fais, et tu te remets au boulot à 21h ou t'arrives... Généralement, c'est ce que je faisais. En plus, ma copine vient de changer de boulot. Elle a pris un poste de directrice, donc pas mal de responsabilités aussi en plus. Et on s'est retrouvés à ouvrir à nouveau nos ordis, tu vois, le soir. Du coup, on mange avec le petit et en fait, on ouvre nos ordis... Et c'était assez badant. Et on se disait, mais ok, c'est cool, en fait, on aime notre job, mais est-ce que c'est pas un moment... Et tu as dû l'avoir aussi quand tu deviens papa, il y a un moment donné où ce temps que tu passais de couple, ça se transforme en temps de famille.
Et souvent, ça vient pas bouffer ou peu sur ton temps de boulot, ça vient bouffer sur ton temps de couple. Ouais. Il faut préserver, en fait, ces moments-là. Il faut avoir un temps avec les potes, un temps, donc, pour toi. Il faut avoir un temps pour toi tout seul, un temps avec les potes, un temps avec le couple, un temps avec ta famille, un temps pour le boulot. Donc, il faut bien répartir, en fait, tout ça. Donc, en fait, on s'est créé, c'est con, mais on s'est créé des rituels. Il y en a qui y arrivent, en fait, au feeling. Nous, on s'est créé des rituels. Et là, maintenant, ce qu'on fait, c'est, si t'as besoin de vraiment 1 heure pour finir ton boulot le soir, tu payes. C'est-à-dire, il y a une petite cagnotte. D'accord. T'as une petite cagnotte pour un resto, pour un truc, t'as besoin d'1 heure, c'est 10 balles. Et donc tu fous dans la cagnotte, et derrière, le bon, moment ça. où on sort pour se faire un petit resto, ben, si t'as le plus bossé, c'est toi qui racle le plus, quoi, tout simplement. 4 000 € sur la cagnotte à la fin des mois. Par exemple. Ça, c'est dommage, mais... craque complètement. Donc c'est en petite phase de test là-dessus, c'est assez marrant, et on voit qu'il y a pas mal de négos qui se mettent en place. Bon, donc tout ça pour dire que des fois, on n'a pas le choix, mais j'essaye plutôt de me lever tôt, en fait, le matin, et d'essayer d'être opérationnel à 7h30, 8h, tu vois, pour essayer d'abattre un maximum, et vraiment de me dire, j'essaie donc de c'est de travailler chez toi, là, c'est de chez toi que tu bosses, à 7h30, 8h, au bureau. 7h30, je sors de chez moi, je vais dans un café s'il faut, ou je vais au bureau, tu vois, c'est l'un ou l'autre, ça va dépendre de ce que j'ai à créer, et les gens que je dois rencontrer. Joël Dicard, j'en parlais tout à l'heure, a passé la barre haut sur le taux. Parce que lui met son réveil à 4h tous les jours. Ouais, mais après, il y a des vraies machines. Moi, j'ai besoin de 7h30, 8h de sommeil, tu vois. Donc, et je me rends compte que quand j'ai pas ça, j'arrive pas à parler. Donc, c'est compliqué quand t'es dirigeant de pas arriver à parler, tu vois, parce que t'as quand même tes équipes qui t'attendent. Donc, je dors quand même pas mal. Et je me dis juste, ce temps-là, en fait, je travaille à temps contraint. Il y a des mecs qui arrivent à se dire, en fait, moi, je vais faire 70-80 heures par semaine. Moi, je me dis, j'ai 55-60 heures. Grand max. Et comment je les maximise. Et en fait, du coup, c'est quoi ma variable d'ajustement ? C'est mes tâches en bas de backlog. En fait, je suis un ayatollah de l'impact de la tâche. Et si j'arrive pas à lui trouver un impact lié à la prio, mais je la dégage, mais j'ai aucun problème avec ça. Et je la fais disparaître des roadmaps et on la voit plus. Et si elle me revient ensuite 3 fois dans la tête, là, je me dis, ah merde, j'ai supprimé le mauvais truc, ok, je vais le faire. Donc tu te dis si la tâche n'est pas vitale et que voilà, que ça te prend du temps, on vire. Ouais, c'est hyper intéressant. Et du coup, tu réussis à dégager quand même finalement, si tu arrives à boucler tout ça en 60 heures, c'est à la fois beaucoup et pour un entrepreneur pas complètement délirant. Ouais, c'est et tu réussis à dégager du temps perso pour faire du sport, voir tes potes et voir ta femme, copine et ton fils. Bon, super. Voilà. Écoute, c'est hyper inspirant. Je vois que tu as quand même bien bossé tout ça. Enfin, je vois les I, les B, les D. On a pas mal culture de la boîte. La culture, vous l'avez faite ensemble avec ton frère, avec les gens de la boîte ? On l'a fait la première fois quand on était 15. D'accord. On était accompagné par une boîte qui s'appelle toujours Fly the Nest. Fly the Nest. Ouais, tu as peut-être entendu parler. Je crois que c'est Jérôme Dumont qui m'en a parlé. Ouais, voilà. Jérôme Dumont les connaît très bien. En gros, c'est eux ils sont arrivés à un moment donné avec un pitch qui nous a vachement parlé en disant, écoutez, il y a 3 trucs qui sont importants dans une boîte, c'est la vision, la stratégie et donc l'exécution et la culture. Nous, on va vous aider à solidifier les 3. Et nous, on n'est pas des visionnaires incroyables. Donc, on pouvait pas dire qu'on avait de l'avance, en fait, sur ce sujet. Et donc, on était 15. Et à ce moment-là, ils nous ont montré des méthodos pour travailler tous ensemble, 2 jours au calme, et ensuite pour exécuter, en fait, le plan qu'on avait calé tous ensemble. Et ça a vachement résonné, en fait, chez nous. Et du coup, très tôt, on s'est posé ces questions-là de c'est quoi l'engagement ? Est-ce que c'est l'engagement individuel ou collectif ? Comment est-ce qu'on exécute ? Quelle est la place de Trello ? On utilise énormément Trello, tu vois, sur nos roadmaps. Comment est-ce qu'on les utilise, etc. Donc, on a itéré à mort parce qu'on s'est planté plein de fois. Mais en tout cas, en ayant pris ces sujets très tôt, aujourd'hui à 50, on a un degré de maturité sur ces sujets de comment on travaille la vision, la strat et la culture assez bonne grâce à eux notamment. Écoute, je te remercie Maxime parce que c'est vraiment passionnant. Je pourrais... pour l'aparté, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, 1h40, on a bien respecté, on s'est dit on fait une grosse heure, hein, donc voilà, on respecte bien nos agendas, on n'est pas crédible du tout Maxime, ces ayatollahs de pacotille, et je suis ravi vraiment d'avoir passé ce bon moment avec toi, et vraiment c'était très inspirant. J'espère que ça vous a plu aussi. CaptainContra.com
On te suit toi sur Maxime Wagner. C'est maxime@captaincontrat.com. Bah c'est voilà, par mail. Il faut attendre au moins 24 heures pour avoir une réponse. Et sur les réseaux sociaux, c'est quoi? Insta? Non, pas du tout. Non, ok. Zéro. Ni Twitter, ni Facebook. LinkedIn, un peu. Vieux gars. Ouais, sur LinkedIn, tu peux me trouver. Ok. Ouais. Et je suis un vieux gars. et ben top. Et ben moi, vous pouvez me suivre partout. C'est Mathieu Stéphanie ou Matintosh. Et puis surtout, partagez ce podcast. J'en ai vraiment beaucoup besoin parce que ça marche. Je vous remercie aussi pour beaucoup qui ont noté le podcast 5 sur 5 sur iTunes, c'est très important. J'approche des 250 notes et ça croît vite en ce moment. J'ai une très forte croissance du podcast. Je vous remercie vraiment parce que mais j'ai besoin que ça continue. Donc voilà, merci à tous d'avoir écouté Maxime Wagner, Captain Contrat. Merci Mathieu. Et puis à bientôt sur Génération Do It Yourself. À bientôt. Merci d'avoir écouté Génération Do It Yourself. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur iTunes ou SoundCloud, à le noter et à en parler autour de vous. Vous pouvez également me retrouver sur Facebook ou LinkedIn en tapant Génération Do It Yourself ou Mathieu Stéphanie. Merci à Cosa Vostra pour la production de ce podcast. L'habillage musical est issu du morceau Night Owl de l'artiste Broke for Free.